pour nos chers intervenants qui sont là, je les remercie d'être parmi nous ce soir. Justine Wan Van Bong, excuse-moi si je... Pas de souci. Voilà, j'espère l'avoir dit au mieux, qui est productrice exécutive et que je laisserai se présenter juste après. Et Tarek Sardi, qui est producteur et réalisateur. Donc une nouvelle fois, merci d'être là. Et je vous laisse la parole pour vous présenter vos parcours et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Tu commences ? Ouais, je vais commencer. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Moi, je viens du domaine du dessin animé, spécialisée depuis 30 ans dans l'animation en tant que productrice. Et j'ai eu un parcours un peu couteau suisse entre assistanat de prod, chargé de prod, directeur de prod, line producer, productrice exécutive. Et actuellement, je suis aussi sur tout ce qui est long métrage. Voilà, donc on va collaborer ensemble avec Tarek. Et le but de l'intervention, c'était de vous parler, de transmettre un peu qu'est-ce qu'était un producteur et de dédiaboliser en fait ce métier. Parce que je ne sais pas, est-ce que vous êtes étudiant cinéma, technicien, réalisateur, vidéo? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être producteurs dans la salle ou... Ah bah voilà, bien. Donc voilà, le but c'était de vous dire effectivement quel était notre rôle dans la série, la production, le live et puis comment on intervenait. Moi, c'est un tout autre parcours. Je viens du scénario. J'ai longtemps travaillé comme... comment on appelle ça maintenant, prête-plume, shadowwrite. Ça veut dire que je travaille non crédité pour écrire des scénarios de personnes connues qui ont un peu la cote. À un moment, j'ai décidé d'arrêter ça parce que tu n'es pas crédité. Tu es payé pour ne pas être crédité, mais voilà, ça ne fait pas avancer une carrière non plus. Et petit à petit, je me suis retrouvé dans la prod. J'ai commencé en Tunisie comme assistant de prod sur des projets de coproduction internationale à la base. Et après, quand je me suis installé en France, avec mon associé, on a lancé notre boîte et on a commencé à faire des courts-métrages. Et on vient de finir un premier long-métrage d'une coprod internationale aussi. Je fais quasiment que de la coprod internationale et je produis quasiment que des films qui traitent de récits. La boîte, elle s'appelle Troisième Genre et je fais plutôt des trucs qui traitent de récits, soit de personnes LGBTQIA, soit de racisés, soit de personnes issues des classes populaires. C'est-à-dire que je ne traite pas des récits dominants qui ont déjà d'autres boîtes de prod qui les produisent et qui sont plus faciles à produire généralement et plus acceptés par l'industrie. Du coup, je me suis un peu spécialisé dans ces films-là, un peu indépendants et un peu casse-couille à faire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Voilà, d'où vous venez, les études que vous avez fait, etc. Alors, oui, donc moi j'ai toujours été attirée par l'audiovisuel, donc les dessins animés, la télé, les films, et j'ai plutôt un parcours scientifique. À la base, j'étais un peu le vilain petit canard. Tous mes amis d'enfance ont fait maths sup, maths spé, AG, et moi j'ai fait plutôt assistanat de prof dans le dessin animé. Puisqu'à l'époque, donc c'était il y a 30 ans, c'était différent de ce qu'est actuellement. Et les gens, c'était pas informatisé. Et on avait les gens qui décidaient sur les selles, qui peignaient. Et j'étais assistante de production. Donc tout ce qui était lecture des scripts, dépouillement, si vous connaissez, dépouillement des scripts, personnages, décors, FX, props. Et puis petit à petit, effectivement, j'ai gravi les échelons rapidement pour faire la gestion des productions. Donc attaché à un directeur de prod qui va faire le budget général. Donc c'est le suivi de la production au quotidien et des équipes. Et après directrice de prod, donc c'est le budget et travailler avec des chargés de prod et comment ça s'appelle, faire le planning et puis reporter. Et après, finalement, productrice, beaucoup chez Gaumont, donc Gaumont Animation, qui avait une branche dessin animé. Voilà, donc je suis plutôt spécialisée donc copro internationale, donc en line producer. Et j'ai la chance d'avoir vu effectivement sur 30 ans l'animation se transformer entre le papier, l'informatisation, la 3D, Unreal, et je suis plutôt spécialiste effectivement de tout ce qui est pipeline entre animation 2D classique,
motion capture 3D et dernièrement sur une série qui est maintenant sur France Télévisions, Alex Player, Unreal. On a utilisé un moteur de temps réel pour, comme les jeux vidéo, pouvoir effectivement aller un peu plus vite et donner plus le ton à la créativité. Alors ce qui est important en fait dans mon travail, c'est que voilà, on a utilisé des techniques de production Unreal qui se substituent pour aller plus vite, mais on laisse plus part à la créativité en fait. On est moins tenu à faire des choses un peu mécaniques. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre budget, donc c'est plutôt des budgets de l'ordre de 7 à 10 millions d'euros sur des séries qui durent 3 ans et un peu dans le monde entier. Canada, Inde, Chine, États-Unis, France. Animé par des enfants en Chine pour 30 euros. Non, mais non, ce sont les Indiens. Non, c'est pas beaucoup d'idées. Alors, j'ai produit beaucoup de séries, mais on va dire 2 séries pour lesquelles j'ai une affection particulière. Je ne sais pas si vous étiez nés en fait à l'époque. Sur M6, Funky Cops, Disco Cops, donc c'est Moonscoop, exactement. Tu travailles dans l'anime ou Non, je travaille pour Arte. D'accord. Mais je connais parce que c'est eux qui m'ont fait Bioco, du coup. Oui, tout à fait. C'était Antefilm à l'époque, Moonscoop. Et donc moi j'étais sur Funky Cops, qui était un peu un remake de Starkey Hutch, avec des techniques de fabrication. Celui avec Eric Ramsey? Non, ça c'est Xilab. Ah oui. Ça c'est Xilab. Avec DJ Abdel. Ah oui, c'est bon. Voilà. Et on avait commencé à faire tout ce qui était motion capture. Donc il y avait des studios d'animation 2D, démarrage de la motion capture, magnétique à l'époque, démarrage de la modélisation 3D, des personnages et des voitures. Donc un peu ado-adulte, un peu avec de l'humour et une bonne musique des années 70. Et par la suite, une autre série, Galactic Football. Donc il y a eu 3 saisons, feuilletonnant, 26 épisodes. 26 épisodes par saison, ça fait 78 épisodes. Et là, en fait, c'était motion capture, animation 2D, animation 3D. Et c'était le démarrage à la motion capture aussi. Et puis avec les effets spéciaux, enfin voilà, c'était un bon challenge. Et ce qui est intéressant, parce que ça va revenir aussi au live, c'est que pour la motion capture, par exemple, un personnage était interprété par 3 personnes différentes. On faisait la capture du visage pour les expressions faciales. On prenait un acrobate pour tout ce qui était scène de saut et un footballeur ou une footballeuse. Voilà. Donc voilà. Et puis quoi d'autre avec Ala Shaba, avez-vous déjà vu, qui est différente, qui était pour M6 et c'était des petits cours. Avez-vous déjà vu un yaourt qui chante? Non. Ben voilà, et on a un yaourt qui chante. Bon, ah, elle a cartonné cette série à l'époque. Oui, c'était sur M6, c'est un peu voilà, c'est ouais, un peu je me rigolo. rappelle très bien ça. Et une autre qui est passée récemment, Calimero, qui était un peu plus longue, c'était la saison 2 sur TF1, en 3D. Et 104 épisodes, voilà. Avec plusieurs studios en Inde, en Chine, une équipe en France, que monsieur connaît aussi. Je vois qu'il est un fan d'animation, donc... C'est vrai? Donc voilà, bon, j'en ai fait d'autres pour Disney, pour L6. Bon voilà, les plus notables et celles dont je suis la plus fière sont ado-adultes. Voilà mon parcours. Et puis là, je travaille aussi pour une société de long métrage film. Le producteur a travaillé aux États-Unis pour Netflix. Ils sont assez dynamiques et ils ont beaucoup de projets de films, dont un qui est en développement et avec lesquels on va travailler avec la boîte de tarifs. Voilà. Donc on vous expliquera après le financement, comment effectivement d'un projet. On monte ces projets-là. Voilà, tout à fait. Du coup. Ouais. Moi j'ai pas fini la fac. J'avais commencé avant la fac au lycée, j'avais commencé dans une grande association de cinéma indépendant en Tunisie, où on faisait des formations récurrentes, cycliquement 2 fois par an, 3 fois par an. Et à un moment, j'étais dans ce qu'on appelait le bureau fédéral, parce que c'est un ensemble d'une 30aine de clubs, et j'étais chargé de la production.
En fait, c'était une grande machine parce qu'on produisait une cinquantaine, une soixantaine de courts-métrages et je devais superviser un peu la production de tout ça. Et à force d'apprendre à le faire, j'étais rentré comme assistant de prod dans une boîte où j'étais assistant. En fait, c'est pas vraiment designer de prod, j'étais plus ou moins en back-office. Ça veut dire que je gérais tout ce qu'il y a derrière d'administratif, de financier, les devis, les transferts d'argent. Parce que quand tu travailles avec des pays africains, tu as de gros enjeux de transfert de fonds qui doivent arriver à l'heure, de grandes procédures sur le blanchiment d'argent et tout. Et moi, j'étais un peu calé dans ça parce qu'il fallait passer par plein d'unités sécuritaires pour que l'argent transite et arrive, alors que concrètement, tes prestataires n'attendent pas. Et il y a un côté aléatoire. Parfois, ça bloque dans une administration, tu sais même pas où est l'argent, en fait. Tu vois, c'est la banque centrale, c'est ta banque à toi, c'est la banque en France, c'est l'unité antiterrorisme. Tu vois, vraiment, tu as des trucs de malade. Et il fallait un peu connaître le cursus pour savoir à chaque fois pointer l'argent, il était où, et le sortir. Et tu as plein de trucs d'autorisation. C'est tout con, mais le droit à l'image n'est pas géré de la même manière dans tous les pays. La propriété intellectuelle, c'est simple. Quand tu fais un contrat de droit d'auteur dans certains pays, tu as le droit de ne pas mettre une limite de temps. Ça veut dire que tu as les droits illimités. Alors que dans d'autres pays, comme la France, tu dois préciser un nombre d'années sur lequel tu détiens les droits et tout. Et bref, et tout ça, ça fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprenne un peu les spécificités, qui gère le back-office des coprods. Et en fait, ce qui était fou, c'est que le premier film professionnel où j'étais, c'était un film coproduit par les frères Dardenne, les films du Fleuve, un truc comme ça. Une grande boîte belge, et c'était très bien financé, et on avait fait 1 million d'entrées worldwide. Ce qui n'est pas beaucoup pour un film européen, mais pour un film africain, c'était énorme pour nous. Après, pour des raisons personnelles, j'ai emménagé en France. Et là, du coup, je suis ressorti de la prod parce que j'avais mon projet de langue qui avait fait le Sundance, un grand festival américain. Et du coup, quand je suis arrivé en France, il y a une association française qui m'a directement pris comme lecteur de scénario, qui s'appelle la Maison des scénaristes, qui organisait des ateliers et des programmes market dans les grands festivals comme Cannes, Clermont-Ferrand, Sérimania et tout. Et du coup, je lisais des scénarios pour qu'ils passent dans les workshops et les labs de ces festivals-là. Et j'ai fait ça aussi pour le Sundance, j'ai fait ça aussi pour 2-3 autres institutions pendant un moment, mais ça paye que dalle. Et du coup, avec une associée, on a monté notre boîte. On a fait 3 courts-métrages autoproduits. Puis, on a fait un premier court-métrage financé par la mairie de Paris, mais un tout petit budget alors qu'on devait tourner dans 2 pays différents. Puis on a fait un autre court-métrage financé par des ONG qui était un film queer tunisien, du coup on avait des financements d'ONG queer. Et après on vient de finir, il y a en mi-juin, on vient de finir le tournage de notre premier long fiction qui lui a été produit par le CNC français, par le CNCI, son équivalent tunisien, et des apports en industrie d'autres partenaires. Et on a 4 autres longs. En fait, une fois que tu as fini ton premier long métrage, il y a un truc qui se débloque dans la boîte, même psychologiquement, même dans le workflow de la boîte, et du coup, tu peux prendre plusieurs projets en même temps. Et là, on a une mini-série d'animation, 2 documentaires télé, un documentaire long métrage qui est en train de bien marcher dans les markets et les labs, et on a 3 longs métrages de fiction en ce qu'on appelle en early development. Ça veut dire c'est les premières phases d'écriture, réécriture. Il y en a un, on ne parle même pas encore de repérage, on est vraiment dans la conceptualisation des films, dans comment on va les faire. On est sur du côté créatif, le scénariste et le réal sont en train de voir comment ils conçoivent le film, et nous, de côté de la prod, on est en train de faire le production design, parce que quand tu es sur des... En fait, c'est simple. Quand ton film est à moitié français, mais qu'il est tourné en Afrique du Sud et qu'il est en anglais,
tu perds énormément de guichets de financement, que ce soit en Afrique du Sud ou en France. Tu vois, parce que pour les Africains, le film n'est pas... Pour les mecs de l'Afrique du Sud et les meufs de l'Afrique du Sud, c'est pas assez Afrique du Sud. Et pour les Français, c'est pas assez français. Et du coup, tu perds un peu des billes partout. Et il faut penser toute la production pour que tout soit en place et compresser les frais au maximum pour que le film voit le jour. Et c'est un peu ça les enjeux de la coprod internationale. Là où je me spécialise, c'est qu'il faut penser le film d'une manière holistique. Voilà. Merci. Alors je sais que vous avez deux... Toi Justine, tu as plutôt travaillé pour des grands groupes. Ouais. Toi Tarek, tu es plutôt réalisateur, on va dire, plutôt indépendant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui veulent se diriger plutôt en indépendant, plutôt des gens qui ont envie de travailler justement pour des grands groupes parce que peut-être que c'est challengeant ou rassurant ou j'en sais rien. Voilà, quelles sont les spécificités de chacun de ces deux profils que vous avez? Alors, c'est intéressant parce que oui, j'ai beaucoup travaillé pour des grands groupes dans toute ma carrière. Et puis là, je tends à venir aussi vers des boîtes un peu plus indépendantes. Donc, donc je vais vous donner les deux aspects. Alors, évidemment, dans les grands groupes, il y a une sorte de sécurité, pas sécurité, mais c'est quand même assez hiérarchisé. Donc, vous avez quand même la chance d'avoir effectivement chaque poste. Vous avez, par exemple, le DAF, le business affaires, le line producer, la distribution et la comptabilité. Donc vous pouvez vous appuyer effectivement sur tous les départements. Après, un des désavantages, parce qu'il y en a aussi, alors le grand groupe c'est aussi une force de frappe financière et de réputation, de notoriété. Ce qui est plus difficile aussi, c'est effectivement, vous avez peut-être moins de liberté, quoique en production, on n'est pas là pour avoir une liberté, mais la production, c'est effectivement, il y a un budget, essayer de tenir le cahier des charges, recruter les équipes et faire que le côté créatif quand même l'emporte, enfin qu'il y ait un équilibre entre le budget de base et puis le créatif. Donc c'est toujours des discussions pour trouver le juste milieu et trouver le meilleur produit. Et voilà, donc c'est plutôt une sorte de garantie de pouvoir bien se focaliser sur son poste. Puisque, contrairement à des producteurs indépendants, on ne va pas non plus faire tout en même temps, c'est toi qui faisais. Par exemple, on va avoir les business à faire. Est-ce que vous savez, pour créer une série ou un film, il faut... Ça, vous a parlé du CNC, des institutions, donc ça, vous le savez, ceux qui veulent faire un film ou un court-métrage, vous pouvez effectivement passer par des producteurs et puis pour trouver les financements, ils vont passer par les institutions publiques, le CNC, les régions. Et donc, la chance d'être dans un grand groupe, c'est que vous avez des personnes dont c'est le métier de faire les calculs. Voilà, de dire, voilà, on va monter la série ou le projet comme ça, donc il faut avoir tant de points ou par rapport au budget et on va demander de l'aide à cette région ou à une autre région, ou au CNC. Je ne sais pas si ça vous parle ou... Bon, tant mieux. Tant mieux. En fait, oui, dans les grands groupes, tu as la sécurité de l'emploi et en plus, tu as la chance de faire partie de grands projets, mais vraiment. Tu te dis, j'ai travaillé sur Mandalorian, tu vois, tu as vraiment les grands trucs. Ce qui, en vrai, dans les films indépendants, tu peux avoir ce plaisir-là, mais il y a ceux qui passent toute leur vie sans l'avoir, tu vois. Mais par contre, quand tu arrives à monter un truc qui est solide en indépendant, il y a un autre plaisir que tu prends, tu vois. Et dans la production indépendante, il y a aussi le choix de pouvoir choisir tes films. Ce que tu n'as pas en grosse boîte. Moi, par exemple, personnellement, c'était un choix que j'avais pris parce que je refusais systématiquement Moi, par exemple, je ne travaillerais pas dans un Kung Fu. Tu vois, il y a des films que je trouvais foncièrement racistes, misogynes, homophobes, classistes, et je refusais. Ça paraît un peu cliché comme discours, mais c'est vrai, tu vois, il y a des films, je ne suis pas à l'aise. Surtout que quand tu fais un film, tu as un devoir d'imaginaire collectif. Ça veut dire que quand tu crées un film, tu participes à le créer. Quelque part, tu as mis une pierre dans la mémoire collective et dans l'imaginaire collectif du monde, surtout quand tu étais prod, c'est grâce à toi, entre autres, que le film existe. Et tu as une sorte de responsabilité, comme les créatifs,
comme les chefs département, je ne parle pas du reste des techniciens, mais comme les chefs département, on est tous un peu complices du film. Et moi, je refusais de faire des films racistes. Et c'est un choix que tu n'aurais pas dans une grosse boîte. Tu as ce projet-là, tu bosses dessus, tu vois. Si tu as de la chance, c'est un beau projet. Si tu n'as pas de chance, c'est un projet de merde. Et du coup, moi, c'était aussi cette liberté de choisir mes films, de choisir mes récits que je voulais pousser qui m'a fait faire. Par contre, ça vient aussi avec sa facture, la facture de la gloire. Et là, du coup, c'est un peu plus galère, t'as pas la sécurité de l'emploi, il y a un temps d'amorce où tu es obligé de faire des trucs alimentaires à gauche et à droite en attendant que la boîte devienne rentable. Et tu travailles sur des projets des autres aussi, mais voilà, tant que tu restes un peu en intermittent. Ça, du coup, c'est un vrai conseil. Si vous lancez votre boîte, gardez une vie dans l'intermittence du spectacle ou dans le salariat un moment, 1 ou 2 années avant de lâcher. Il y a la production, le cinéma, c'est un cycle lent. Ouais, c'est très lent. C'est un cycle très lent. Aussi. Ouais, l'animation, alors là, c'est encore... En fait, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que voilà, pour avoir été dans des grosses boîtes et après voilà, être un peu plus indépendante avec une structure à Aix-en-Provence, avec beaucoup de projets de films, ce qui est intéressant, c'est que voilà, le producteur prend aussi des risques. C'est-à-dire qu'en réalité, on a tendance à dire oui, voilà, c'est le producteur qui va nous demander ça, si, oui, mais effectivement, il y a le risque financier. Donc, je ne sais pas si vous avez des projets ou pas en développement, que ce soit court-métrage ou film ou anime, mais il va prendre une option déjà, voilà, sur votre projet, une option d'1 an, voilà, et de dire voilà, je vais prendre l'option et prendre le risque de le présenter, de le développer, de le refaire retravailler. Donc c'est quand même un métier passion. Alors après, il y a des choses commerciales, ça, c'est vrai. Oui, il y a un aspect financier pur et dur. Donc c'est aussi un équilibre. Mais voilà, c'est juste que oui, il y a des sujets qui sont racistes. Et on va en parler aussi maintenant des... On a bifurqué, oui, mais... Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un risque financier qui est pris. Quand je parle d'un producteur de boîte qui va dire voilà, ok, je prends le risque de financer ton film ou de chercher effectivement tous les fonds pour le monter parce que les cycles sont très longs, très très longs. Et l'animation, c'est pareil. Ouais, c'est un peu la différence. Un film, plus ou moins, il reste un film indépendant. Ça veut dire que t'as pas des grosses têtes d'affiche, t'as pas les claviers, les Omar Sy, ce qui sera certainement le cas si on se lance dans la prod au départ. Après, ça arrive, hein, mais au départ, ça sera probablement le cas pour la majorité. Il y a ceux qui arrivent à les choper des premiers films, mais c'est pas tout le monde. Et en fait, ça prend 3-4 ans de développement. L'animation aussi. Oui, tu peux commencer à en vivre, même un film en développement, tu peux commencer à en vivre au bout de 2 ans à peu près, plus ou moins. Mais ça, c'est le bon scénario. Mais c'est l'histoire. C'est un métier avec un petit risque. Mais voilà, il faut avoir l'intelligence de lancer plusieurs projets sur plusieurs formats différents. Là, comme je dis, notre boîte, nous, au départ, on était un peu mono... nous, on a fait l'erreur d'être un peu monocycle, on va dire. On avait un projet à la fois. Et à un moment, on s'est rendu compte, on s'est dit, non, les projets ne vont pas au même guichet. Une mini-série animation, je vais la vendre à un truc web. Un documentaire de 52 minutes, je vais le vendre à la télé, et un film d'1h30, ça sera le cinéma. Il n'y a aucune raison que j'attende qu'un finisse pour entamer l'autre. Et du coup, on entame plusieurs projets en parallèle. Et il faut un peu jongler avec les projets et trouver un équilibre et trouver des alliés. C'est une industrie où il faut trouver des alliés, il faut être en groupe, il faut trouver les personnes avec lesquelles on a des affinités. Quand tu es prod, c'est des créateurs. Quand tu es créateur, il faut trouver un prod. Et dans tout ça, il faut aussi trouver des chefs département avec lesquels on est en affinité. Un mauvais, vraiment, c'est très humain comme métier. Vous allez être à 30 personnes au fin fond d'une montagne à tourner des scènes. Si tu as un cassos dans le tas, ça plombe tout le tournage, tu vois, ça, genre vraiment, j'ai eu des retours, moi je ne l'ai jamais eu, hein, mais j'ai eu des retours de tournage où tu avais genre un chef opérateur ou un preneur de son qui a fait plomber tout le tournage parce que c'était un gros cassos, tu vois, genre vraiment, genre il a... Parce qu'ils étaient dans la montagne désespérés aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais, il y a de grands tournages maintenant qui sont
plan B, ils ont le réalisateur qui est isolé dans une chambre parce qu'il a touché une gamme, une stagiaire. Et elle a raison, tu vois, elle a raison. Elle n'a pas à fermer sa gueule, mais eux, ils devaient avoir l'intelligence de, dès le départ, ne pas prendre de cassos. Tu vois. dérives un peu. Oui. Je recadre. J'oublie. Oui, alors là, effectivement, on parlait beaucoup des producteurs boîtes, parce que Tarek a monté sa boîte. Et effectivement, moi, j'ai pas cette énergie. Je travaille beaucoup pour des producteurs. Et il y a divers métiers de producteurs. Parce que c'est ça aussi l'objet, de dire les producteurs. Donc, question, est-ce que vous savez le nom des producteurs? Enfin, quel rôle a chaque producteur? Est-ce que vous pouvez m'en... Je vais participer comme ça. Ouais, Ça m'évite c'est de bien, parler. ouais. Pour décortiquer Pour un ce- peu le métier, qu'est-ce que vous Bah, avez de comme voir, type de en fait, stage, ouais. Tout ça, est-ce que y en a qui savent à peu près Qui fait des études de cinéma? Ah ouais. Et il y en a personne ne sait répondre. Quel genre d'études? Quelle école? Quel secteur? Moi, je viens de réorienter un peu en master, mais du coup, dans une école privée de production audiovisuelle, donc j'ai commencé en septembre. Ouais, J'ai fait un peu d'écriture bénévole avant. d'accord. Finalement, le métier de producteur, c'est en un. Il y a assistant de production et producteur, il n'y a pas trop de métier. Je sais qu'il y a délégué, exécutif aussi. Ouais, Ouais. associé aussi. Il y a la direction de production aussi. Ouais, mais c'est pas des producteurs, ça. Non, je rigole. Si. Non, non, je rigole. Vas-y. D'accord. Dans quel secteur? Enfin, je veux dire, dans quel domaine Non, elle répondait, elle ne sait pas ce qu'elle faisait comme Ah. étude. Elle répondait sur les métiers de la prod. Non, mais dans quoi tu veux te diriger, en fait? Est-ce que c'est plutôt film? Ah, pardon. Je comprenais pas. Je crois que tu blaguais, en fait. Oui, donc comme j'ai dit, ouais, j'ai démarré en assistante de production, donc j'ai expliqué. Et après, tu as chargée de production, effectivement. Directrice de prod. Il y a la coordination de prod. Coordinateur de prod, mais ça, c'est film aussi. Ouais, ça Ouais. c'est très film. Ouais. Il y a, et dans les prods, il y a aussi des types. Hein. Il y a des archétypes qui sont de la personnalité du producteur. Il y a, comme on a dit, le creative producer. Oui, et, ouais, ben, j'allais y venir. ouais. Oui, après, donc, line producer, producteur exécutif, donc c'est vraiment la partie technique et budget, équipe, recrutement. Qu'est-ce que tu as d'autre? Producteur délégué, donc c'est pas une seule personne, ça peut être une société. Donc par exemple, toi, dans ta boîte, tu es producteur délégué et exécutif. Donc il peut faire les deux. Donc il va Ouais. chercher les financements et il va monter la prod. Dans le cadre d'un film qu'on va développer ensemble, Je serai que délégué. co-délégué. Voilà, donc vraiment délégué, c'est recherche du financement, exécutif, fabrication. Je disais donc creative producer, donc ça c'est un aspect un peu moins budgétaire et financier. C'est beaucoup plus aux États-Unis. Ouais. C'est les producteurs qui disent un peu leur mot à dire dans l'aspect créatif. En fait, il y a des producteurs à l'américaine Ouais. qui ont une idée. Ils disent ouais, il faut qu'on fasse un film sur la traite des êtres humains en Hongrie, tu vois. Il va ramener un réal, il va ramener un scénariste, c'est lui qui ramène tout le monde et c'est plus ou moins ça, grosso modo. Mais c'est un peu plus compliqué, un peu plus nuancé. Ça dépend des pays, ça dépend des personnes. En France, tu en as beaucoup moins, en fait, parce que Oui. tu penses que, enfin voilà, c'est plutôt le réalisateur, le Parce que côté c'est un peu cinéma d'auteur plus en France. Ouais. Ouais. C'est moins dans les mains. Puis il n'y a pas le budget aussi. Vraiment, il faudrait budgéter. Faut payer tout le monde. Ouais. Voilà. Et du coup, oui, et dans la prod, en fait, tu ne démarres pas directement prod délégué, tu fais un peu les autres métiers C'est pour la important. majorité des gens pour savoir comment ça marche, oui. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important, justement, de se confronter à tous les départements. Et voilà, après, il y a des génies, et voilà, c'est très bien. Mais c'est bien aussi de maîtriser le sujet, je pense, parce que ça permet aussi de donner des directions, en fait, et pas de s'ériger, voilà, je connais, non, il faut passer les étapes, en fait. Et le métier en soi de prod, il est souvent un peu mal interprété. Un prod, c'est pas quelqu'un qui va mettre de l'argent pour faire le film. C'est quelqu'un qui va prendre un scénario, prendre un créa auquel il croit, faire évoluer ce scénario à la fois créativement et aussi pour les attentes du marché. En fin de compte, c'est une industrie. Et il va aller piocher dans des guichets externes. C'est pas son argent. Il y a un petit apport de sa part. Parfois non, ça dépend de ce qu'il ramène le client.
il va aller chercher de l'argent dans des institutions, des diffuseurs, des financeurs privés, des fondations Sofica et les parfois, les Sofica et les banques, les crédits d'impôt, il y a plein de guichets différents. C'est très bien documenté dans le site du CNCI, il ne faut pas hésiter à faire une recherche Google, hein. Tout le monde est passé par là. Parfois, c'est pas aussi compliqué qu'on croit, c'est une petite recherche Google. Tu as des pages dans le CNC qui regroupent un peu tous les guichets de financement, les fonds régionaux, les mairies, les tatata, et qui va mettre en place tous ces financements-là au service du film. Et lui, il gagne pas. C'est pas là que tu gagnes du pognon comme producteur, c'est sur l'exploitation de ce que tu as produit. Là, c'est tu arrives à financer l'œuvre. Et si tu as su financer, après, tu as une part des recettes de cette œuvre-là. C'est-à-dire une part de la billetterie, des ventes à la télé et des ventes au marché tertiaire d'exploitation, genre les films français qui sont vendus pour passer dans 10 salles en Chine, tu vois. C'est les marchés secondaires d'exploitation. Et un film, une boîte, le travail de producteur devient rentable du moment où tu as un catalogue. Parce qu'un film, c'est comme de l'immobilier, c'est un bien meuble. Ça veut dire que tu investis une fois, mais tu l'as à vie. Et si le réalisateur, même s'il a fait un film pourri avec toi, dans 10 ans fait un chef-d'œuvre et que toutes les chaînes reprennent le film pour faire sa filmographie, toi, tu retoucheras des parts. Et c'est pour ça que le cinéma, c'est un travail de longue haleine. C'est pas un film qui est rentable, c'est un catalogue qui est rentable. Un film, il est rentable sur le coup et basta. Mais dès l'accumulation du catalogue, et c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Et voilà, et il ne faut pas oublier qu'un film, c'est un bien meuble. Tu investis dans quelque chose qui va durer indéfiniment dans le temps. Alors, étonnamment, ouais, je dirais que l'animation, le dessin animé aussi, c'est long. Ouais. Pas pour les mêmes raisons, par rapport au développement, parce que c'est long aussi à monter, parce qu'il faut aussi trouver les guichets pour financer. On est beaucoup plus long en fabrication aussi. Ah, la fabrication, c'est... Parce qu'on a toute la phase de préparation, de pré-production, et après la phase d'animation. Mais alors que le cinéma, le film, c'est beaucoup plus rapide. En fabrication, En fabrication, oui. Voilà. Donc c'est un peu la même chose, pas les mêmes. Ouais, le dernier long métrage, il a pris 1 année en fabrication, entre tournage et post-prod. Alors que c'est 2 ans, 3 ans à peu près. Ouais. Puisqu'il faut avoir l'écriture, la recherche principale des personnages, ce qu'on appelle les storyboards, ce qu'on utilise aussi au cinéma, le scénario filmé, et puis après l'animation animée à la main, enfin, en tous les cas par machine. Donc ça c'est long. Et après c'est plutôt la distribution. Voilà, la distribution est importante. Voilà. Il y a de la vie. Est-ce que vous avez des questions ou Ah, vas-y. À quelle étape Ouais. de l'écriture d'un scénario il y a la décision de choisir un projet? Est-ce que c'est vraiment le tout début, il y a un synopsis? Est-ce que l'écriture peut être finalisée? Est-ce que c'est une intuition? Comment ça se passe? C'est la vraie question. En fait, il n'y a pas deux personnes qui vont répondre la même chose à cette question-là. Par exemple, si demain j'ai un réal qui a eu Cannes, qui vient, il me fait une concept note d'1 page, il me dit tu l'apprends. Si j'aime bien, il est très probable que je l'apprenne. Parce qu'en fait, on sait qu'il passera par tout le cycle de production et qu'on pourra le faire financer dès les premières étapes. Si un jeune premier film vient me voir et qu'il me fait un concept note, je peux l'aimer, je peux le prendre, mais ça sera un risque énorme pour moi. Mais il y a tout ce débat-là aussi sur la rémunération des scénaristes, parce que normalement, personne n'est censé travailler gratuitement. Et du coup, en fait, écrire un scénario avant d'être optionné dessus, moi, je l'ai vécu comme scénariste, c'est beaucoup de travail non rémunéré. Et du coup, c'est une vraie question qui se pose, mais pour les petites boîtes indépendantes, tu n'as pas le choix, ils te font un scénario abouti ou un scénariste reconnu pour pouvoir vraiment le faire financer dès les premières étapes. Oui, d'où effectivement la recherche de financement est passée par les institutionnels.
Oui, CNC, les aides, faire les aides à l'écriture, les aides de développement et tout. voilà, Oui. toutes les aides. Donc ça, ça répond pas à ta question, mais je répondais à ta lettre. Non, mais par contre, il ne faut pas hésiter à pitcher un projet de film à l'oral aux producteurs pour un peu tâter les intérêts qu'ils ont. Parce qu'en fait, au départ, il faut faire un peu des films bankable. Après, une fois que tu es un peu reconnu, tu peux avoir une certaine liberté à faire les films que tu veux à 100%, en toute liberté. J'ai une question. Combien d'argent comme capital initial plutôt pour monter une boîte, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez donner une estimative. De l'autre côté, s'il existe en France des expériences, des coopératives, des entreprises coopératives dans le monde du cinéma, de la production. Long métrage. Alors, Ouais, vas-y, vas-y. long métrage. Justement, je travaille avec une société qui est jeune, qui a démarré en avril. Donc, pareil, enfin, les dirigeants ont travaillé aux États-Unis, donc ils ont quand même du background. 40 000 € parce qu'ils vont faire long métrage. Donc, c'est le minimum requis, c'est pour montrer la solidité de la boîte, de la société. Non, il y a une petite faille dans le système. Toi, tu connais, t'as un malin. Mais c'est bien, c'est bien. Exactement, c'est 22 500. Parce qu'en fait, tu peux avoir que la moitié du capital quand tu ouvres une boîte, Ouais. que la moitié du capital déclaré. Et pour être éligible aux aides CNC, il faut un capital de 45 000 €, dont 22 500 débloqués en numéraire. Et du coup, ouais, c'est beaucoup, Oui, de mots chiants à la fois, mais il faut avoir 22 500 en cash. Pas en cash, hein, c'est interdit, en liquidité, en argent. Pour lancer une boîte, il faut directement lancer la boîte à 45 000 € de capital, mais tu peux lancer une boîte à 45 000 € de capital avec 22 500. En fait, tu peux le faire avec moi même, avec le quart en vrai, mais pour être éligible au fonds, il faut avoir la moitié débloquée. Et du coup, c'est 22 500 pile poil. C'est... Non, pas du réalisateur, de l'exploitation. J'explique. Non, parce qu'ils c'est important dans le ils métier ont de des prod. droits, mais ils Ouais. ne donnent pas d'argent. Parce qu'ils sont... Ouais, non, c'est pas le réal qui donne l'argent. Non. C'est nous qui lui donnons l'argent. Oui, je t'explique. Parce que quand un film est fabriqué, oui, ça c'est un point qui nous paraît évident peut-être à nous, mais... Ouais, non, mais c'est bien de le réexpliquer. ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. Quand on fait un film, c'est la propriété intellectuelle des créatifs, du réalisateur, du scénariste, si on est dans l'animation, des dessinateurs, de ceux qui ont fait le chara design et tout. Ouais. Et c'est par beau. contre, le film, c'est un bien meuble. Voilà. Waouh. Typiquement, quand on voit une grande fresque dans la rue, ça reste la propriété intellectuelle de l'architecte qui l'a conçue, mais c'est la propriété de l'entreprise qui l'a fait bâtir. C'est elle qui prend les loyers. Même s'il a une petite redevance, lui, sur ces loyers-là. Ça veut dire que si moi, je produis un film que tu réalises, c'est ta propriété intellectuelle, mais c'est mon bien meuble. Si dans 10 ans, on le fait passer dans une salle et on a un ticket de 10 €, le ticket de 10 €, je garde ma part dessus, parce que c'est mon bien meuble. Le film comme objet, c'est mon bien meuble, mais le film comme propriété intellectuelle, ça reste le tien et tu auras aussi des parts dessus. Du coup, il faut faire la distinction. Un film, c'est deux propriétés. Il y a la propriété intellectuelle d'un côté et la propriété économique d'un autre. Et dans l'exploitation du film, il n'y a pas que nous qui prenons, il y a le distributeur, le sales manager, il y a tout un workflow. Et ce qui reste derrière, c'est la part net, net producteur. Ouais. Recette net par producteur, c'est la part du producteur et ça reste à vie. Tu vois, quand tu achètes une peinture de Picasso, c'est la peinture de Picasso, mais c'est la tienne. Tu vois. Oui, c'est important parce que c'est vrai que ça sonne un peu, on est un peu capitaliste compliqué, non, mais comme approche. Ça répond à la question s'il y a des expériences
expérience de coopérative. Elle perd pas le nord. Ah oui. Alors vas-y. Et on a après une question là-bas. Tu Est-ce connais que- non, mais j'ai bossé pour des grosses boîtes. Hein. Ouais, c'est de l'industrie lourde, le cinéma, en vrai. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des non, coopératives, c'est pas mieux, mais c'est je pas ne mieux. vois pas comment ça peut tenir sur le long terme. C'est-à-dire, ça peut être pour des sorties d'école, mais du moment où tu as des loyers à payer, tu as des enfants à emmener à l'école, tu as des charges fixes, je ne vois pas comment une coopérative peut survivre dans l'écosystème du cinéma. C'est assez difficile. Parce qu'il y a de gros enjeux financiers, et, c'est de gros déplacements financiers, même légalement. Tu vois, genre, un film, c'est 2 millions qui vont être déplacés en 3 mois, tu vois, c'est minimum, hein, je te parle. Et du coup, ça fait beaucoup pour une coopérative, sans signataire clair, sans vis-à-vis d'un tribunal clair. Voilà. Pour répondre à ta question, juste compléter, parce que en fait, je fais partie d'une coopérative avec ma société, et Ah en bah. fait, je sais qu'il y a une coopérative culturelle alors il n'y a pas forcément des producteurs, mais il y a des vidéastes, il y a des intermittents du spectacle qui bossent dans la production du visuel. Ça s'appelle la CAE Clara BIS. Moi, je fais partie de la CAE Clara, qui est une coopérative culturelle vraiment pour les acteurs de la culture, on va dire, voilà, les créatifs. Et après, il y a tout ce qui est pour les gens qui font un peu du numérique, qui touchent à la vidéo, au son, etc. chez Clara BIS, la CAE Clara BIS. Et c'est une coopérative culturelle, donc je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le statut de coopérative, mais en gros l'idée c'est ça vous permet de pouvoir avoir sur le long terme, une fois que vous êtes pris en interne de la coopérative, un double statut. Donc vous êtes à la fois indépendant, donc vous pouvez facturer, et vous êtes salarié de la coopérative, ce qui permet du coup voilà, de pouvoir cotiser pour le chômage, de pouvoir avoir des fiches de paye, de pouvoir partir en congé maladie si jamais il y a des congés maladie, enfin voilà, d'avoir tous les avantages du salariat, mais aussi les avantages d'être indépendant. Voilà, donc il y a des petites contreparties, voilà, on donne du chiffre d'affaires aussi à la coopérative, mais ça tourne, on est accompagné quand on arrive, quand on est jeune, voilà, une jeune pépite dans la coopérative, on a un tuteur, on est accompagné, on a des gens qui nous accompagnent sur le financement, sur la comptabilité, etc. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, si ça vous intéresse, la CAE Clara accompagne aussi alors pas forcément les producteurs, parce que comme vous le disiez, c'est peut-être un peu trop... Ouais, c'est too much. En tout cas, les jeunes, qui ouais. se développer dans le milieu de l'audiovisuel sur ces petits métiers de l'ombre. Voilà. Ben voilà, c'est un bon filon pour ceux qui veulent être indépendants. Ouais. Et on avait une question là-bas. Oui. Je me demandais, concernant les contrats entre les réalisateurs et les producteurs, est-ce qu'ils varient, est-ce qu'il y a un contrat type, ou est-ce qu'il correspond aux exigences du réalisateur, de la production? Tu démarres. Alors. Tu vas être réalisateur, enfin, tu es plutôt créatif ou producteur? je vais répondre dans les deux. Alors, alors, il y a des associations, tu sais, il y a la SACD. Tu peux regarder sur Internet, donc ils font tous les contrats, des exemples de contrats, scénaristes, réalisateurs. Prends toujours les modèles ACD, ouais, toujours. Ouais. Ah oui, il y a des modèles, d'accord. Alors la SACD va défendre les artistes, et c'est bien. Le producteur va pas non plus exploiter non plus l'artiste, mais voilà, va aussi... Non, il y a beaucoup de producteurs qui font de mauvais contrats pour les réals et du coup, il vaut mieux prendre le contrat ACD pour être protégé comme créatif. Et après, comme je vous le disais, en fait, au sein de grosses boîtes, on a des services juridiques. Donc, ce sont des contrats qui vont réajuster aussi selon effectivement le projet. C'est pas la même chose au niveau des RNPP, ce que tu disais, minimum garantie, enfin plein de termes là, qui sont vraiment très techniques, et le projet. Donc oui, soit si tu es créatif et que tu as un projet et que tu le présentes à un producteur, le producteur va te faire une option, c'est bien de regarder sur le site de la SACD ou de s'intéresser pour comprendre pourquoi, effectivement, quels sont les taux qui sont mis. Voilà. Donc, Et il varie aussi selon le salaire du réal. Le réal, il a 2 salaires sur un film. Il a une cession de droit qui varie souvent selon le budget final du film. Et il a son cachet d'intermittent de spectacle comme réalisateur technicien sur plateau, pour ses jours de présence sur plateau et en post-prod et en prépa. Vous le saviez, ça? Ouais. En fait, comme réal, tu as toujours 2 contrats, une cession de droit et un contrat de réalisateur technicien. Et le contrat de réalisateur technicien, du coup, lui, est régi par la convention collective des intermittents du spectacle selon le budget
la nature de l'œuvre, audiovisuel, au cinéma, au numérique, tout. Ça, il y a un syndicat de réal, ils ont une bonne documentation dessus, j'ai oublié le nom, j'avoue, mais ils ont une bonne documentation dessus. Voilà. Vous avez dit qu'il faudra monter une boîte de prod, enfin 2000, c'est pas combien. Et si on n'a pas ça, l'alternative ce serait de quoi? Monter une association du coup? Une association, c'est une FBI, une fausse bonne idée. T'es pas éligible à tous les fonds et tout. L'idéal serait de monter une boîte à petit capital, d'aller faire du corpo, c'est ce que j'ai fait, aller faire du corpo et tout pour accumuler un peu de capital et après injecter du fonds dans le capital. Il faut charbonner, oui. Mais tu veux monter une boîte dans quoi, en fait? Film Plus film indépendant. Enfin, maintenant, D'accord, ok. Ouais, donc film, c'est ça. Parce que pour le reste, à part film, pour le reste, vous n'êtes pas obligé d'avoir un capital aussi grand. Hein. Vous pouvez faire une boîte à 1 euro. Pour faire clip, contenu web, vous pouvez faire à 1 euro. C'est à partir du moment où vous allez rentrer dans le cinéma et dans l'audiovisuel, ça veut dire que vous allez vendre pour des télés, prendre des financements et tout, c'est à partir de ce moment-là que la question du capital s'impose. À part ça, 1 euro, 24 heures, il y a 100 balles de frais juridiques et les statuts, vous pouvez trouver un modèle sur Internet et tout faire gratos, quoi. Non, après, tu as plusieurs modes de fonctionnement de société. Après, moi, je ne les connais pas, mais tu as 1 euro limité. Enfin, voilà. Ouais. Et c'est vrai que pour le cinéma, pour répondre à Pierre qui me disait non, non, il faut un capital assez élevé, en fait, à la base. Ouais, en fait, si tu es en dessus, en fait, du moment où tu as un fonds CNC ou un fonds de ce genre, tu ne peux pas signer la convention qui va débloquer les fonds tant que tu n'es pas à 45 000 euros de capital dans 22 500 débloqués. Et 22 500 pour la majorité d'entre nous, ça ne vient pas comme ça. Du coup, il faut mieux être prévoyant et anticiper le coup. On avait une question là? Alors, dans l'animation et je vous dis à un moment, on a plusieurs départements et j'avais dit distribution à un moment. Donc on a des départements de distribution qui font tous les marchés et qui effectivement vont vendre le programme à d'autres télés. C'est là normalement où tu gagnes de l'argent en réalité, où tu vas gagner plus d'argent. Donc c'est ce qu'on appelle la distribution. Tu fais tous les marchés. Tu vois les télés et puis tu leur dis voilà, j'ai un super programme. Voilà. Alors, ce qui est important, et dans le cinéma c'est pareil parce qu'il faut des distributeurs aussi, c'est qu'il faut connaître aussi la ligne éditoriale des télés, de chaque pays, de chaque télé. Et par rapport à ton projet, dans le cinéma, trouver le bon distributeur aussi. Voilà, tu ne vas pas prendre un gros distributeur pour un film indépendant, enfin, à moins que... Voilà. Donc c'est ça en fait pour le vendre. Et c'est ce qui permet aux producteurs de gagner de l'argent. En fait, il faut savoir quoi, à qui vendre. Déjà, c'est dans les marchés que ça se passe. Oui. Les marchés, c'est des programmes annexes dans les festivals où tu as des professionnels qui se rencontrent et qui se vendent des projets entre eux. Tu as parfois dans les marchés les réals qui vendent aux prods, les prods qui vendent aux sales managers, les sales managers qui vendent aux télés. Tu vois, c'est vraiment une boucle énorme. Et il faut savoir quoi vendre à qui. Je ne vais pas vendre Hercule Poirot à Canal+, et je ne vais pas vendre, comment s'appelle le truc de rappeur là, de Canal+, Validé à France 3 régions, tu vois. Il y a un peu de bon sens. Et il y a 2 types de vente. Il y a la pré-vente, où tu vends dès le concept, dès l'écriture, dès les premières phases, et la vente après réalisation. Oui, pour boucler le financement. Pour boucler le financement, ou la vente après réalisation, ça veut dire que tu finis l'œuvre et tu la vends après, pour qu'elle soit exploitée. Et il n'y a pas que les télés, il y a Netflix, il y a Amazon Prime, il y a d'autres plateformes plus petites, Tank, d'autres trucs comme ça, qui ont moins de sous, mais ça peut faire l'affaire. Généralement, l'après en cinéma, c'est plutôt les films primés. Pour être sincère, tu vois, théoriquement, ça ne devrait pas être le cas. Mais souvent, c'est les films primés qui sont après
c'est eux qui t'appellent. Pour les courts-métrages, c'est eux qui t'appellent plus qu'autre chose. Et pour les longs-métrages, c'est les films qui ont fait un peu de billetterie, qui ont fait un peu de bruit, qui ont fait couler un peu d'encre. C'est là que ça se passe. Et dans le long-métrage, c'est vraiment... Dans le court, tu peux vendre directement. Dans le long-métrage, il vaut mieux passer par un sales manager. C'est un métier, c'est les responsables de... En français, c'est les responsables de vente. Ouais. C'est les responsables de vente, c'est des boîtes dont la spécialité, c'est prendre les projets de films et les vendre à des exploitants. Les exploitants, ça peut être des plateformes, des télés ou même parfois des gestionnaires de catalogue. Tu sais, ceux qui font des programmes de courts-métrages. Par exemple, à un moment, il y avait pas mal de cinéma indé aux US qui rachetaient des films africains. Je me rappelle, ils m'avaient acheté un de mes films et un court-métrage que j'avais réalisé. Et jamais de la vie, c'est eux qui m'avaient contacté. Et en fait, ils le passaient avant d'autres films indépendants qui étaient des films de diaspora et de personnes de couleur et issues de l'immigration. Et du coup, pour tracter du public, genre si le long métrage était marocain, ils vont prendre un court métrage tunisien avant. Si le long métrage était sénégalais, ils vont prendre un court métrage camerounais. Ils vont prendre des communautés qui sont proches et pour tracter, ils vont prendre de deux communautés différentes. Si le film était par exemple vietnamien, ils vont prendre un court métrage coréen. Tu vois, genre ils vont prendre comme ça des communautés, ils vont faire des programmes comme ça. Et mon film, il a été acheté. D'ailleurs, c'était le seul achat que j'ai eu pour ce court métrage-là. Ça a été acheté comme ça. Et du coup, il ne faut pas hésiter à aller à se tourner vers l'international, à aller un court métrage qui n'a pas eu sa chance en France peut vraiment plaire autre part. Et du coup, il faut aller. Il y a l'Amérique du Nord, il y a le marché africain maintenant qui est en pleine expansion. Ça explose. T'as Hollywood, t'as l'Afrique du Sud, c'est vraiment énorme. T'as l'Inde qui s'ouvre au monde, la Chine aussi. Il y avait la Russie à un moment. C'est plus le cas maintenant. Et du coup, il ne faut pas hésiter à... Il y a le golf, mais il faut qu'il n'y ait pas de bisous, pas d'homo, pas de lesbiennes, pas de transsexuels, pas de noirs aussi, n'est pas trop les noirs. Non, les asiatiques, c'est des femmes de ménage. Tu vois, genre vraiment, il y a tous les clichés possibles du monde. Il y a des marchés comme ça. Un marché, il faut un peu vendre son âme pour y toucher, mais oui, mais il faut aller piocher l'argent entre pas aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant... de connaître effectivement la ligne éditoriale des gens à qui tu veux vendre ou de s'associer avec ce qu'ils appellent des distributeurs, donc soit qui sont intégrés dans la société, soit passer par des sociétés qui sont spécialisées dans la distribution. Voilà. Et d'ailleurs, quand un producteur fait un film, il va se dire voilà, moi je vais penser ce film par rapport à tel ou tel pays ou telle et telle chaîne de télé. Voilà, donc c'est ça. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi l'aspect créatif, c'est important. Enfin, on n'est pas non plus des machines. C'est bien aussi de dire voilà, ce film, on va prendre le risque dessus parce qu'il mérite d'être fait, d'être produit. Voilà. Oui, attends, juste avant, il y avait... Excuse-moi, je vais la mettre. Oui. Par exemple, comment vous gérez plusieurs projets en même temps Comment journée type. Ah, journée type. Plusieurs projets en même temps En fait, tu peux avoir plusieurs projets à des stades différents. Tu peux en avoir en développement, tu peux en avoir en production, tu peux en avoir en post-production. Alors, on va parler plutôt de producteurs sur le terrain. Mais la journée type, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas. Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant et c'est challenging, c'est que la production, c'est toujours essayer... tu sais qu'il y aura toujours des choses à gérer. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas avoir de journée type en te disant, voilà, ça va marcher comme ça. Non, c'est différent. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, parce qu'il n'y a pas de... En vrai, les projets, tu les laisses un peu vivre. Ça veut dire, tu vois, genre, tu lances des trucs, tu lances des billes, et le projet, il vit en dehors de la portée du producteur. Quand j'ai une réunion de prod avec moi, un scénariste, par exemple, je lui fais des retours sur le scénario. Je le laisse faire son cycle, tu vois, je le laisse écrire. Et en même temps, j'ai un directeur de production sur tel autre projet. Je le lance sur la direction de prod et c'est lui, en fait, être producteur aussi, c'est savoir déléguer et répartir les tâches pour que tu regardes vraiment un travail de supervision, de fédération dans tout ce qui se passe. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que chaque projet est vraiment autonome
l'un de l'autre. Littéralement, dans la banque, on a un compte bancaire pour chaque projet. Dans chaque projet, c'est pas le même compte bancaire. C'est vraiment que chaque projet est autonome et tu le laisses vivre. Par contre, tu as toujours le lundi avec la banque, l'avocat. Ça, c'est le petit côté un peu cartable, costume de la prod. Mais vraiment... T'as un mois dans un pays, après t'es en festival, après tu reviens sur un tournage, après t'es en dossier, tu restes chez toi pendant une semaine, tu vois, t'es en montage de dossier. T'as pas vraiment de routine, au sens propre. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. du coup tu évites l'ennui, tu vois. Tu avais... Ouais, si jamais on a envie de lancer un premier projet, on a déjà fait des courts-métrages, mais tout seul comme on a si on a envie de passer le pas et dire voilà, maintenant on a envie d'avoir un peu de budget ou de rentrer dans un monde un peu plus sérieux, comment on fait? C'est quoi la première étape? Qu'est-ce qu'on... Comme quoi? Comme réal ou comme prod? Réal. Est-ce que le court-métrage, par exemple, tu l'as présenté dans les festivals? Parce que ça, c'est important aussi, parce que ça permet en tant que réal de montrer une notoriété. Ouais. Mais par exemple, si on veut commencer un autre projet, donc si déjà on en a d'autres qui soient déjà envoyés en festival, c'est déjà un bon point. Pour avoir si on a gagné des prix, ça c'est... Il y a ça d'un côté et surtout, dès les premières phases d'écriture, fais-toi accompagner. Il y a des programmes de mentoring, il y a des résidences. Les résidences, il ne faut pas les sous-estimer, c'est pas payant et tout, mais c'est pas payé et tout. Il y en a qui sont payés, tu vois, mais c'est pas pour les débuts de parcours, c'est rare les trucs de début de parcours payés. Mais il faut aller en résidence, il faut écouter des membres de commission, ce qu'ils te disent, parce que... en fait, parfois, tu as l'impression que c'est des remarques, tu vois, ça, c'est pas très intéressant, mais souvent, il y a quelque chose à prendre dans toutes les remarques, qu'elles paraissent pertinentes ou pas. C'est des personnes qui sont expérimentées, tu vois. Il faut avoir de l'humilité face aux autres et face à son projet aussi, tu vois. Le projet, il dépasse son créateur et une fois qu'il est lu, une fois qu'il est regardé, il n'est plus le tien, il est dans la perception de l'autre et il faut écouter cette perception-là pour faire évoluer le scénario vers un scénario mûr et prêt à être regardé. Tu vois, c'est vraiment ça. Il faut faire les résidences. Il n'y a pas de raccourci. Il y a des conseils, des noms résidences? Il y a un site qui s'appelle... je trouverai après sur Google, je te le donnerai, qui a un catalogue de toutes les résidences en France et à l'international. Il y a juste lui avant. Les résidences d'écriture, c'est des endroits où tu vas t'es accompagné pendant un moment par des professionnels de l'écriture. Généralement des beaux endroits. Enfin, ça a de la gueule généralement. Oui, voilà. Pour le coup, il était accompagné par des professionnels. Et parfois, tu es payé pour ton temps dans la résidence. Et souvent, c'est pas le cas. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est bien. C'est bien ça, ouais. C'est bien aussi, mais c'est vrai que ce que disait Tarek, c'est bien aussi d'avoir des professionnels. Parce que comme après, le but c'est de faire ton film, ou voilà, c'est d'avoir des retours de professionnels. Et il y a un truc à savoir, c'est qu'un film, tu communiques pas que pour le public dessus, tu communiques aussi pour l'industrie. Ça veut dire plus le nom va être dans des catalogues, il va circuler, plus les financeurs seront enclins à lâcher des sous pour le film, parce qu'il serait labellisé par il aura une sorte de reconnaissance au préalable, avant que les institutions prennent des risques financiers dessus. C'était d'abord... Ah. Oui, puis il y avait aussi la jeune femme. Ah, ok. Et après... Voilà. Parce que j'hésite encore, peut-être des BTS, vous savez, les meilleures études pour faire ce genre de métier ou pas? Moi, je suis pas académique. Ouais. En fait, sur peut-être la production, l'événementiel, je ne sais pas si c'est un peu relié, c'est un peu dans ce genre de métier. Est-ce que les BTS, c'est bien ou... L'événementiel, Charlotte peut te conseiller. L'événementiel. La production, c'est après, oui. Ouais. Ça dépend parce que tu as l'animation, tout ce qui est Gobelin, voilà, qui est très connu. Après,
Voilà, Et il y a la biodiversité. FEMIS. La FEMIS aussi. Ouais. Après, je pense que c'est aussi une question de, pas de réseau, mais c'est important aussi. Tarek en est la preuve et moi aussi, j'ai pas fait d'école. Après, j'ai eu cette chance, c'était il y a 30 ans, donc c'est différent. Mais n'empêche que on regardera, il faudra qu'on te dise, mais BTS, je sais pas, ça dépend. Oui. La production, en fait, c'est un artisanat, tu vois. Peu importe le BTS que tu fais, pour moi, en tout cas, ma façon de voir les choses, c'est peu importe le BTS que tu fais, c'est prouver ta capacité. Parce que c'est pas évident à mettre en place, c'est pas évident à faire. Il y a pas mal de sorties d'école, mais qui n'arrivent pas à pouvoir gérer les plateaux derrière, à ne pas pouvoir gérer. En fait, c'est ta capacité à prendre très tôt de petits budgets, de petits projets, des projets bénévoles, tu vois. Et ta capacité à savoir faire, tu vois, genre, quand tu vas prendre une table d'un ébéniste, tu ne demandes pas son métier, tu vois que la table, elle est bien foutue, elle est solide, tu la prends, tu vois. Dans le cinéma, c'est un peu pareil, c'est un métier de savoir-faire, parce que sortir d'école dans le cinéma, ça ne veut rien dire. Hein. Sortir d'école, ça ne t'apprend pas à tourner dans une cité à Seine-Saint-Denis, ça ne t'apprend pas à trouver comment rapatrier du matos d'un camion de Paris à je sais pas où, tu vois, genre, c'est un savoir-faire vraiment qu'il faut accumuler au gré des expériences comme ça, petit à petit, et bâtir une réputation autour de ce savoir-faire aussi. C'est un métier de réputation. Surtout dans le cinéma. Hein. Ouais. Tu passes pas tout de suite de BTS à directeur de prod. Non, c'est... Bah, Fais des projets bénévoles pendant les vacances. court-métrage. Il y a cinéaste.org, ça s'appelle comme ça. Ouais. Ouais. Ou des courts-métrages aussi. Tu vois, voir avec des gens qui font des courts-métrages, commencer à t'exercer par rapport au budget, aller sur un peu sur le terrain. Parce que c'est une idée d'aller voir des sociétés de production pour se proposer en tant que bénévole. Bénévole, non, le droit de travail ne permet pas. Tu n'es pas assuré. Mais stage, oui. Stage, oui. Non, mais je pense qu'il y a une dérogation pour les écoles de cinéma. Ils peuvent faire des stages en dehors des périodes des stages sur les tournages. Je pense qu'il y a moyen d'aller creuser le fait d'aller faire des tournages, pas en boîte, d'aller faire des stages pas en boîte, mais dans les tournages. Il faut voir avec ton école et tout, ils sauront certainement te renseigner. Moi, j'accepte pas, c'est pour ça que je cherche du bénévolat plus pour l'expérience. Et du coup, il y a... Quelqu'un vient me... D'accord. Ah pardon, allez-y. T'as besoin d'infos, moi je suis en BTS audiovisuel. Ah bah voilà. Ah, il pourra Il est bon le BTS où tu es? Ah, celui de Boulogne, ouais. Ah, on fait du matchmaking, voilà. Bah c'était ça aussi, hein. Bah oui. Bah oui. Et donc, ouais. Et un peu pour rebondir sur la question du jeune homme, je suis un peu dans le même cas. Là, je suis vers la fin de mes études, je travaille pour un distributeur et à côté, je suis un peu réalisateur indépendant et tout. Et j'aimerais bien passer au step d'après. Et moi, je me confronte à la même problématique. Je ne sais pas comment parler de présidence, j'ai vu qu'il y a des pitchs, etc. Mais je me dis, est-ce que le culot peut payer, par exemple, si j'envoie directement le projet à des boîtes de prod ou des choses comme ça Non. Malheureusement, non. Non. Non, mais tu travailles dans une distrib. Ouais. Bah oui. Tu travailles pour quelle boîte? Mais fais-toi des contacts là-bas, frère. Qu'est-ce que tu vas chercher les pitch C'est sessions? lui qui va lui donner les Va les contacts, pitcher en fait. directement. Donne ton numéro après. Moi, je travaille pour l'unité court-métrage pour la partie réalisation. Et pour les courts-métrages, en fait, il faut que le projet ait un financeur. Il faut déjà une boîte de prod pour... Mais c'est là qu'il faut aller. Et c'est là où le culot paye. C'est pas envoyer le projet, c'est demander le contact. C'est là qu'il faut y aller dans le cinéma. Tu vas à tes collègues, tu leur dis, il y a cette boîte, regarde, c'est simple. Tu veux faire un film d'amour, un film de genre, court-métrage, ce qui est assez rare. Tu vas piocher dans le catalogue Arte quelle boîte ont financé des films de genre, et tu vas demander à tes collègues leur contact. Et en fait, avoir un contact direct, ça facilite toujours la chose. Tu pitches le film à l'oral, s'ils sont intéressés, tu envoies. D'autant plus que tu as travaillé chez Arte. Donc voilà, ils vont se dire ok, travailler pour Arte. Ouais, donc tu peux avoir aussi d'autres contacts, voilà en fait. Parce que c'est une industrie, il y a beaucoup de gatekeeping en fait. Il y a beaucoup de plafonds de verre dans cette industrie-là, et passer d'un niveau à un autre, c'est le plus difficile.
Mais vraiment, c'est le plus difficile et il faut pas, tu vois, autant envoyer ses projets à l'audace, ça paye pas, ça s'entasse les projets. Franchement, moi, avant, j'envoyais mes projets, on me répondait pas, j'avais un peu la haine, mais maintenant que j'ai une boîte et que j'ai des projets qui, tu vois, parce que ton nom apparaît en festival, les gens le voient, moi, c'est ce que je faisais, tu vois. Les gens vont voir le nom, ils vont trouver la boîte mail, ils vont envoyer le projet, ce qui est complètement légitime de leur part. Mais toi, à un moment, tu as beaucoup de boulot et tu peux pas les lire, tu vois. C'est pas un manque de respect, c'est rien, c'est pas... voilà, tu n'y arrives plus. Et du coup, tu vas prendre que les films d'un auteur que tu connais, que tu aimes bien, tu vois, pas que tu connais personnellement, mais tu connais son travail, tu aimes bien et tout, ou vraiment un truc qui t'intéresse énormément. Et c'est là que demander le contact pour pouvoir pitcher à l'oral, autant lire c'est difficile, mais qu'il t'écoute pitcher, c'est faisable. Et là, il faut... après, moi, j'y crois pas trop, mais il y a plein de techniques de pitching. Moi, je le fais un peu à l'instinct, mais il y a les elevator pitch, il y a le pitching en entonnoir et tout, des façons de vraiment attraper l'attention très très vite et pouvoir vendre le truc. Et un film bien pitché, c'est un film qui a un personnage clair, qui a un but clair, un début, un milieu et une fin. Ce qu'on a appris en primaire, c'est la base. Il ne faut pas bifurquer. Ton concept expérimental et tout, tu le gardes pour ta note d'intention. Quand tu pitches, c'est l'histoire qui est importante. Et, ah oui, toi, après... Est-ce qu'il y a une... J'ai un budget. En fait, moi-même, Ouais. j'ai de l'argent de côté, je veux financer mon film. Okay, je finance tout ça. Est-ce que mon film a autant de chances d'être fait au festival qu'un film produit par le CNC par exemple? Non. Non. Là, 80% des films envoyés en festival ne sont même pas regardés. D'accord. S'ils ne voient pas de label dessus, s'ils ne voient pas... Et il faut les excuser, hein, les gens, les festivals déjà, ils n'ont pas de pognon. Ils sont 10 pèlerins dans une chambre, ils reçoivent 800 films. Ils ne vont pas tout regarder. Non, mais à un moment, il faut être réaliste, tu vois. Ils ne vont pas tout regarder. C'est pour ça que... En fait, parfois, il faut aller choper même 1000 balles pour être pris au sérieux, tu vois. Même si tu as ton pognon pour faire le film, tu te dis c'est mon premier film, je vais l'autoproduire et tout, il faut aller... Après, il y a des chances dans les festivals spécialisés. Là, c'est cool. Tu fais un film de montagne, tu vas envoyer ça à un festival qui parle de biodiversité, tu vois. Là, ils en montent, mais... Ou les petits festivals régionaux, mais franchement, les grands festivals ne comptent pas dessus. Je sais que, par exemple, Cannes, sur les longs métrages, et là, ils ont moins de films, ils regardent les 4 premières minutes. Ou les 5 premières minutes. S'ils n'aiment pas, ils passent. Ce qui ne serait pas le cas pour un film complètement financé. Où ils quand même prendraient l'effort de regarder au moins la moitié, tu vois. Sauf si vraiment le film est nul. Mais ils le regardent. Et du coup, il faut avoir un label. Et un label, ça peut ne pas être un financement. Ça peut être une résidence, un lab. Il faut qu'il y ait un tampon sur le film pour qu'il soit pris au sérieux. Parce que sinon, et en vrai, je comprends un peu l'intention derrière, tu n'as pas fait ton travail. Tu n'es pas allé piocher. Tu n'as pas fait le tour. On sait très bien que l'industrie n'est pas équitable. Hein. Ça, c'est que des personnes galèrent plus que d'autres dans l'industrie. Mais quand même, il faut faire l'effort d'aller chercher des labels, des gages de garantie pour que les gens prennent aussi... il faut les prendre au sérieux pour qu'ils se prennent au sérieux, en fait. Tu vois, c'est un peu ça le deal. Toi, t'es télé... t'as pas ce problème, toi. T'es grande production, ouais. Moi, j'allais te dire qu'est-ce que tu en penses, mais je me dis... Non, oui, bah oui. C'est le luxe d'avoir été dans des grosses boîtes. Ouais. Et il y avait une question derrière? Ah. Voilà, matchmaking. Alors, et donc? Oui. Qui avait une question? Monsieur là derrière. Moi, du coup, j'aimerais bien m'orienter vers la création de clips aussi pour le marché. Et du coup, vous conseillez d'aller voir qui pour. Enfin, où est-ce que je peux trouver, par exemple, des boîtes de prod qui financent ce genre de choses? Où est-ce que je peux m'orienter pour essayer? Ah, j'avoue, le clip... C'est pas... Mon frère a fait, mais c'est compliqué. Parce que les clips, il n'y a pas trop d'argent en plus. Ouais. Donc... Là, du coup, il y a pas trop de...
Franchement, et puis c'est vrai que c'est pas notre domaine, donc Ouais. je vais pas pouvoir te répondre. Mais tu as déjà fait des clips ou des trucs ou rien? D'accord. Je pense que Est-ce qu'il y a des... Par exemple, des gens qui représentent Bah, je pense les clips, du coup, les collaboratifs, je sais qu'il y a, je les connais même pas, mais je sais qu'il y a des collaboratifs sur les clippers, les métiers du clip et tout. Et là, du coup, ça peut être intéressant, effectivement, les collaboratifs et tout, et trouver les artistes. Je pense que c'est des affinités avec les artistes, hein, Ouais. ces artistes qui Ouais. appellent les réals. oui, parce que les artistes, après, ont les maisons de disques et c'est dans la promotion s'ils ont de l'argent. Mais c'est vrai que je connais des producteurs-réalisateurs, mais qui font pas que du clip parce que c'est compliqué. Il y Je a sais même pas il y a comment pas de c'est budget. financé. Ouais. C'est pas beaucoup, il n'y a pas de financement. C'est de l'argent privé. Ouais. Des boîtes de prod, de la captation d'événements, genre de concerts. Ouais. Et en fait, c'est par là qu'après tu peux Tu vois, ils font mieux que nous. C'est plutôt une curiosité légale, genre au niveau de la question du cognac, c'est juste, vous parlez beaucoup de la question légale. Ouais, De c'est un- la question légale entre le cinéma et par exemple les clips, j'imagine aussi pour la pub. Est-ce qu'une même boîte elle peut faire les deux par exemple? Oui. En fait, si une boîte est capable de faire du cinéma, elle est capable de faire tout le reste. Le plus difficile à mettre en place légalement, administrativement et financièrement, c'est le cinéma. C'est là que tu as les plus grands mouvements financiers, c'est là que tu as les plus de cahiers de charges et de contraintes légales. Si une boîte elle est prête, tu as l'infrastructure pour faire du cinéma dans une boîte, tu peux faire tout le reste, je pense. Mais c'est ton cas, pareil. Oui. Tu as des projets, des side projects aussi. Oui, ma boîte, elle fait beaucoup de capital, elle fait beaucoup de corpos, Documentaire aussi. des documentaires. On fait même du content pour des grosses boîtes et tout. Mais du coup, d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a démarré. Elle a démarré toujours avec l'intention de faire du cinéma en fin de compte. Hein. Mais au départ, pour accumuler de capital, pour accumuler du portfolio et tout, bah, on est passé par là. Et ouais. Vous avez fait tout ça avec votre propre matériel ou... En fait, il y a deux types d'écoles, il y a deux écoles. Il y a des boîtes qui ont leur parc matos, mais c'est rarement les boîtes de cinéma. C'est les boîtes qui vont faire du clip, qui vont faire du corpo et tout. Et dans le cinéma, tu ne peux pas avoir ton propre matériel. Il faut que tu loues pour chaque projet, parce que chaque projet aura un parc matériel complètement différent. Et il faut être à la pointe de la technologie, alors que le matériel est vétuste au bout de 5 ans, 6 ans, la technologie est dépassée. Et du coup, les boîtes de cinéma, elles font que louer. Elles n'ont pas leur propre parc. C'est très, très rare. Vraiment, même les grandes boîtes, elles louent à chaque projet. Parce que ne serait-ce que pour les optiques, tu as là un réal qui tourne en cook. Un kit cook, c'est à 100 000 balles. Tu vas faire un projet avec, minimum 100 000 balles. Et tu as le réal d'après qui va faire en Leica à 60 000 balles le kit. Tu vois, genre, tu peux pas avoir ces kits-là pour un projet par an. Tu vois, le cinéma, c'est des cycles lents et tout. Les boîtes de cinéma, ça loue au projet et ça fait partie de la budgétisation du film. Ça fait partie du budget. Qui font partie du CNC aussi. Ouais. Moyens techniques. Moyens techniques, c'est des points. Voilà, des points. En fait, il y a on parle de points tout à l'heure, il y a un système de points à accumuler pour être éligible au financement public, qui est la base du financement avec les préachats en France du cinéma. Et ce nombre de points définissent la nationalité du film, à quel point il est français. Du coup, tu gagnes des points en ayant des acteurs français, des techniciens français, mais aussi des prestataires français. Un lower français, une salle de post-prod en France. Et du coup, tout ça, ça te fait gagner des points qui te permettent, c'est un peu comme un jeu vidéo, plus tu gagnes de points, plus tu peux demander de l'argent à des caisses différentes. En fait, il y a 3 choses à faire.
Une, c'est le déposer dans des catalogues de scénarios. Mais c'est très peu efficace et je ne le recommanderais pas. La deuxième, c'est qui est assez efficace, c'est aller faire les pitch sessions. Et du coup, tu vois, comme le premier où tu te fais aider, il y a un deuxième cycle, souvent dans les mêmes endroits. Et souvent, si tu as fait une résidence quelque part, tu es quasiment sûr d'avoir l'étape d'après. Tu vas aller le pitcher à des producteurs en public et il sera dans un catalogue de festival comme scénario, comme tel. Et là, il y a des producteurs qui vont aller le piocher là-bas. Et la troisième méthode qui est la plus efficace, c'est faire du benchmarking, en fait. C'est aller voir les boîtes qui produisent ce genre de film. Ouais. La ligne éditoriale. Ouais. Tu rappelles la personne qui t'a aidé en résidence, c'est pour ça que c'est important, c'est la résidence. Tu lui dis, est-ce que je peux avoir le contact de tel ? Ou vraiment, c'est aussi con que ça, hein, ça paraît très terre à terre, mais c'est comme ça. La personne, si elle est dans le cinéma, si elle a été mentor dans une résidence, c'est qu'elle elle peut trouver le contact, ou elle peut te recommander quelqu'un qui pourrait être intéressé par ton film. Et tu vas rencontrer la personne, lui pitcher à l'oral, et potentiellement, elle t'optionnera, tu vois, elle signera avec toi. Mais il faut ce contact... Oui, il y a le contact, ouais. Ou la quatrième option, tu fais avec des bénévolat, en fait. Oui, ça, ça peut faire pour le cours, pour le oui, premier cours, mais ça limite. Ouais. Tu parlais de court-métrage ? Court-métrage, mais avec un budget plus important. Ouais. Ouais. Après, vous avez des... Non, il fait. Ouais, il faut aller voir les catalogues des festivals, tu les trouves en ligne. Et tu vois, par exemple, je reviens, tu fais un film queer, tu vois. Tu vas aller voir le festival des films queer à Paris et tu vas voir les boîtes parce que les boîtes, elles ont généralement des lignes éditoriales. Oui. Tu vois, elles ont une lignée et elles cherchent des projets qui s'alignent sur leur vision du monde et du cinéma. Et du coup, au lieu d'adapter ton projet à une vision tu prends ton film et tu vois sur quelle vision il peut être greffé. Et tu trouveras toujours, hein, il y a des boîtes qui font de tous les types de films que tu peux penser. Ça, un court-métrage, du coup, ça n'a pas vocation à passer dans des salles de cinéma ou autre, même des grands festivals, ça peut quand même avoir des investissements dedans. La majorité des boîtes indé, elles gardent un catalogue court-métrage en parallèle avec l'élan. Tu disais que tu avais produit un court-métrage, là Ouais, on vient d'en finir un qui est en tournée et on a un autre qui est dans les tuyaux, ouais. On a un ami commun, Laossine. Laossine, c'est un très grand producteur. Laossine a fait avec... L'Ascension, c'est lui qui a fait l'Ascension avec Ahmed Silla et il a fait à la Belle Étoile avec l'influenceur cuisine, là aussi. Voilà. Mais lui, il fait toujours des courts-métrages. Ouais, chaque année, il en fait 4-5. Oui. Il est sur 4 courts-métrages. Et il y a le grec, qui n'est pas un kebab, et qui est une institution qui aide à financer le premier film sans producteur, qui donne dans les 20 000 euros. Et le CNC aussi, toujours. Le CNC, il faut prod. Et c'est très sélectif, c'est très difficile. Ouais. Ouais, il ne faut pas y aller tout seul. Ouais. Et, non, je confonds avec... et ils ont des écoles fétiches en plus. Ils prennent les sorties. Et pour les premiers cours, ils prennent des sorties d'école. Ils ont des écoles fétiches. C'est très difficile quand tu ne viens pas de ces écoles-là. Et du coup, il y a ça. Il y a quel autre moyen pour pitcher un prod ? Le rencontrer par hasard, ce qui est des anecdotes assez récurrentes dans l'industrie. Hein. Vraiment, ça arrive, genre notre ami en commun, là où je l'ai rencontré par hasard dans un bar. Et maintenant, c'est mon associé dans la boîte, tu vois. Genre, vraiment, le cinéma, c'est un truc au feeling. Hein. Parce que, comme je t'ai dit, tu vis avec ces gens-là. Dans le cinéma, tu vis avec les personnes avec lesquelles tu travailles. Et du coup, en fait, il faut qu'il y ait ce contact direct pour que l'affinité, soit elle voit le jour, soit pas. C'est vraiment un métier humain, c'est un métier de contact pur et dur, parce que c'est... vraiment, je sais pas, quand on fait des petits tournages, au départ, on s'en rend pas compte. Mais après, quand on fait de longs projets, tu rencontres les mêmes personnes, parfois 10 heures par jour, parfois tous les jours, sans interruption, pendant une année, vraiment pendant une année. Pour l'Ascension, ils sont montés
ils étaient dans un village pendant 2 mois au Tibet, ou un truc comme ça, en pleine montagne, et dans la neige. Ils étaient dans des chalets, tous enfermés pendant... tu vois, à un moment, si tu ne t'entends pas avec les gens, et c'est pour ça qu'au départ, tu as peut-être 1 ou 2 mauvaises expériences, parce qu'effectivement, tu ne choisis pas les gens par affinité, mais tu apprends vite la leçon, tu vois, tu choisis les gens par affinité. Et voilà, et du coup, c'est un métier où il faut aller aux événements, rencontrer des gens, et à un moment, tu trouveras ta place dedans. À un moment, tu trouveras les personnes avec lesquelles tu veux t'associer. Ça dépendra des affinités, ça dépendra du choix de carrière aussi, tu vois. Il y a ceux qui veulent aller plus télé, il y a ceux qui veulent aller plus... même en cinéma, tu peux aller plus télé. Hein. Quand tu fais de ce qu'on a fait au Bon Dieu, tu vas plus vers la télé en fin de compte, tu vois. Et du coup, voilà, il faut trouver sa place. Il faut rencontrer les gens et trouver sa place. Vraiment, dès qu'il y a un événement, allez-y. Ouais. Par rapport aux résidences, est-ce que tout le monde a sa chance aux résidences ou il faut avoir une expérience Ça dépend. Ça dépend, ouais. Il y a des résidences à tous les niveaux. Tu parles d'écriture, là. Il y a des résidences à tous les niveaux. Il y a des résidences vraiment d'amateurs, même ceux qui n'ont jamais écrit de film, qui n'ont pas fait d'école, qui n'ont rien, jusqu'à des résidences. En fait, je vous explique, même Kubrick, quand il écrit son film, il va en résidence pour savoir à quel point c'est important. Ça veut dire la résidence, ça va de moi à Kubrick, tu vois, ou de vous à Kubrick. Vraiment, même les étudiants, il y a des résidences pour les étudiants. Après, voilà, c'est comme dans toute l'industrie. Quand tu es racisé, c'est un peu plus compliqué. Quand tu es LGBT, c'est un peu plus compliqué. Quand ton récit n'adhère pas à la vision du monde des commissions, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que c'est la personne qui porte et le projet en soi peuvent compliquer ou alléger la tâche. Il faudrait que tu regardes sur Internet, hein, il y a beaucoup de, tu sais, les résidences. Je pense que... Et puis tu as des appels à projets aussi, donc il faut quand même que tu aies une base, hein, forcément. Enfin, parce que le but, c'est de t'aider à réorienter, réécrire avec des professionnels. Et les résidences, regardez à l'international, il y a dans tous les pays. Donc pour moi, effectivement, parce que je ne suis pas non plus très au fait de ça, mais il faut quand même que tu envoies quand même un projet. Alors effectivement, avec un CV ou pas, ça, tu regarderas, il y a beaucoup de résidences différentes. Hein. Et de régions aussi. Hein. Et au niveau des villes, ouais, regardez au niveau de vos villes. Même vos villes, si vous n'êtes pas originaire de Paris, Bon, au niveau des villes originaires, c'est beaucoup plus facile souvent, c'est moins concurrentiel. Est-ce que vous pourriez dire quel est l'aspect le plus difficile de votre métier? Je te laisse. Je cherche l'aspect facile, je te laisse. Bah, en fait, non mais en fait, en réalité, c'est un métier passion, encore une fois. Donc, je dirais que la facilité et la difficulté, c'est pareil. Ce qui est intéressant, la facilité, c'est de pouvoir rencontrer des gens d'univers différents, d'aborder des thèmes différents. C'est une sorte de facilité. Difficulté, bah, tu es tenu quand même à un budget, parce que l'air de rien... Voilà, enfin, il faut produire le film ou la série d'anime ou le court-métrage. Tu as des alertes, des équipes, donc la difficulté, effectivement, c'est de trouver le financement. Mais une fois que tu l'as fait, tu es content. Donc, voilà, donc je sais pas, facilité. Ouais. Le facile, je te rejoins. La facilité dans ce truc, c'est que tu es immunisé à l'ennui, tu vois. Il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de redondance. Tant que tu ne produis pas les enquêtes de True Murder pour National Geographic, ça va, tu vois, tu vis pas... C'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi, mais voilà. Ouais. Tu vois, c'est pas le même modèle de prod. Non. Et sinon, le plus difficile, c'est le démarrage. Si tu es indépendant, c'est le démarrage. Ouais, je pense que c'est le démarrage. C'est le premier projet. C'est les premiers projets. Franchement, c'est un métier qui devient de plus en plus facile avec le temps. Après, si tu t'orientes en prod, bah voilà, enfin, il faut un juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut avoir, pour moi, il faut avoir un peu un côté artistique, créatif, donc avoir quand même le sens du projet, gérer les chiffres, évidemment, et puis aussi pouvoir gérer des équipes.
Parce que c'est pas voilà, le dictateur qui vient, non, c'est pas comme si. Enfin, tu vois, c'est un travail humain, c'est une collaboration humaine. Donc il faut qu'il y ait des égos aussi. Et en même temps, en tant que producteur, c'est gérer le budget des chiffres, le planning aussi. Du planning découle aussi le budget. Enfin, voilà, tu as du retard, donc tu as du retard sur le budget. Et c'est une industrie, il y a beaucoup de mauvaises habitudes. Mais je pense que le temps, d'ici 2-3 ans, ça va être complètement réglé parce que là, il y a un vrai travail. Il y a le collectif 50-50, inscrivez-vous-y. Ils ont une Bible où vous pouvez vous indexer pour être recruté par des producteurs. Et le collectif, ils font un vrai travail de fond, ils changent vraiment les choses. Ça n'a pas encore changé, mais c'est en train de changer. Mais c'est une industrie où il y avait beaucoup de mauvaises habitudes. Les MeToo l'ont bien expliqué. Déjà, toucher les gens sans leur consentement. Non, mais non. Ça a été réglé. Ça a été réglé. C'est plus ou moins réglé. Il y a des sortes de castes, en fait, dans le cinéma. Tu vois, des castes de famille ou des castes... des producteurs historiques, des quartiers historiques de production, pas loin ici à Paris. Et il y a aussi le droit de travail qui a été très bafoué dans le cinéma. Ça veut dire le réal, il rentrait, ou le prod rentrait, il était très désagréable avec tout le monde. Mais ça, franchement, maintenant, par exemple, dans mes plateaux à moi, où je vois les plateaux de la Haussine ou des jeunes producteurs, c'est vraiment d'une bienveillance incroyable. Les gens sont hyper corrects. C'est un bon cadre de travail, contrairement au cinéma avant, où c'est un métier qui faisait rêver, mais le cadre n'était pas fameux. Mais là, ça s'est amélioré énormément les 5-6 dernières années. Il y a eu un grand travail de fond. Le CNC, franchement, il a fait un très très bon travail. Maintenant, c'est obligatoire pour tous les producteurs d'aller faire anti-harcèlement. Une prévention anti-harcèlement moral et sexuel. Pour être éligible au fonds. Tu dois faire des affichages partout. Tu dois avoir un interlocuteur unique sur plateau qui anonymise les plaintes pour les harcèlements et tout, qui fait remonter le truc. Et on a vu ça, mais vraiment récemment, il y a eu un grand film, un grand tournage avec beaucoup de budget, où le réal qui était coupable d'harcèlement envers une technicienne s'est retrouvé isolé dans une cabine pour finir le film, pour ne pas arrêter le tournage. Mais c'est la première fois que ça arrive de l'histoire. Mais du coup, les choses sont en train... Ce qui, dans les années 90, c'est la meuf qui se serait fait virer. Tu vois, et du coup, ça avance un peu. Tu parles aussi de collectif, aussi, donc femmes, l'égalité, aussi mixité. Mixité. Maintenant, quand tu as 50% des chefs département femmes, tu as une bonification de 14%. Je trouve que c'est bien, beaucoup de femmes. Un truc comme ça, non, mais sur le financement. Ce qui pousse tout le monde à avoir une parité, Et même raciale. Non, raciale, n'ont pas encore fait. On n'a pas le droit à l'assignation en France. On a envie. On n'a pas le budget. On n'a pas le budget. Mais si j'ai le budget, je mets. C'est un poste très important. Dans notre projet, il n'y a pas de scène... Il y a un bisou. Intime, oui. Ouais. Non, ça va dépendre effectivement des budgets. En vrai, oui. Ça coûte cher. En fait, pas la coordinatrice d'intimité. Chaque poste coûte cher en soi. Et du coup... Comment vous choisissez vos acteurs et actrices? D'où ils proviennent? Alors, on aimerait choisir. On aimerait choisir. Oui, effectivement. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas où c'est le réal qui choisit. Il y a des cas où c'est la distribution qui t'impose quelques noms pour la distribution. Pour le côté bankable. C'est pour ça que, par exemple, chaque 2-3 ans, il y a une tendance, tu vois un acteur partout. Genre, je sais que là, c'est Gaumont qui impose Pierre Ninet chaque fois qu'il y a un blanc de trentenaire, tu vois. Et Omar Sy, chaque fois qu'il y a un Renoir, 45 ans, 55 ans, tu vois. Et en fait, mais je pense que c'est un modèle qui aura sa limite, parce que les ricains déjà ont arrêté cette manie-là d'imposer le casting connu par les distribs. Et dès que ça se passe aux US, ça arrive en France quelques années après. Plus tard. En fait, pour savoir ce qui sera l'avenir dans le cinéma en France, c'est très simple. Tu vas voir les US. Et tu attends. Pour le budget, faut-il passer par le crowdfunding? Bonne idée. Après, il faut la répartition.
ou, je pense que ça dépend du réal. Si tu as un Qu'est-ce que réal tu qui est donnes aussi à connu. la personne qui fait du crowdfunding. Parce que c'est cher un budget, le film. En fait, Qu'est-ce que tu il y a lui ce- donnes en contrepartie il y a un film qui a marché avec du crowdfunding, c'était. Paris. Non, celui de. J'oublie toujours, une actrice qui a fait un film écologique et il a été complètement crowdfunding. Il a été à 1,2 million. Un documentaire, ce qui est un bon budget. Binoche. Je sais pas. Ouais. Et du coup, le crowdfunding, c'est une idée, mais en fait, c'est le monde du cinéma pur et dur. Ça veut dire sans mettre dedans des influenceurs ou des trucs comme ça, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas la notion de communauté dans le cinéma. Un réalisateur n'a pas de communauté, il a des spectateurs. Et les spectateurs, ils ne vont pas faire de crowdfunding, ils vont regarder le film. Et déjà, ils vont déjà voir les critiques avant, ils vont voir de la bande-annonce avant. Mais maintenant, il y a des films qui font du crowdfunding, mais c'est plus réalisé par des influenceurs, des chaînes YouTube connues, comme Joueur du Grenier, il a fait un excellent film en crowdfunding. Je sais pas si vous avez... Mais plutôt sur plateforme, non? Il est Pas assez sur, vieux. Ouais, sur plateforme. Ouais, c'est plateforme. Inoxtag, son film, il est sorti, il a été fait en crowdfunding aussi, il est maintenant sorti en salle. Oui, parce qu'il a eu du succès. Ouais. Voilà, il a cartonné. Et du coup, il y a des expériences, mais c'est encore assez marginal dans l'industrie. Mais peut-être que oui, c'est à vous de lancer ça. En vrai, nous, le crowdfunding, on est un peu dépassé par ça, mais, mais vous pouvez le lancer. Ouais. En fait, il ne faut pas hésiter à innover. En vrai, le cinéma, c'est une industrie qui est quasiment agonisante si elle ne se réinvente pas. Du coup, c'est là où maintenant, c'est pour les gens qui rentrent là où maintenant à se positionner dans le marché et à être force de proposition sur des nouveaux modes, soit de fonctionner, soit de tourner, soit de financer. Et du coup, il ne faut pas hésiter à oser, à s'entourer d'une belle équipe, à s'entourer d'une belle communauté et à foncer. C'est j'ai une question pour vous, parce que pour vous deux en fait, mais vous avez dit que vous étiez dans un parcours scientifique au tout début, et donc en fait, quelles sont les limites d'avoir fait je pense que vous avez parlé de ça un peu devant, d'avoir fait une école dans le cinéma, et de ne pas avoir fait une école dans le cinéma, genre dans quelle mesure ça limite, dans quelle mesure ça te permet d'ouvrir les yeux pour d'autres sujets aussi, voilà, votre avis. Je pense que c'est toujours plus aidant, effectivement, de faire une école. Parce que ça s'est hyper professionnalisé. Enfin, en tous les cas, moi, à l'époque, parce que c'était du dessin animé. Donc, c'était vraiment à l'ancienne, et c'était pas encore l'industrie que ça a été, qui commence à décliner, parce que c'est une réalité. Mais c'est toujours mieux de faire une école. Après, l'aspect scientifique n'a pas empêché que j'avais aussi un aspect créatif, puisque j'ai toujours regardé des dessins animés de l'époque, que je ne vais pas vous citer, enfin si je vais vous citer, Candide, Goldorak, Dorothée, enfin Capitaine Flamme, enfin tu vois, donc du coup, effectivement, ce qui était intéressant pour moi, c'est dans la production, c'est ça, en fait, de te dire, mais en fait, qu'est-ce qui a été fait pour que l'image bouge? Et tu ne te rends pas compte de la somme de travail qu'il a fallu pour faire bouger l'image. Et donc c'est là où l'aspect scientifique, mathématique intervient, parce qu'effectivement, il faut quand même avoir une rigueur dans les chiffres, voilà, comprendre pour faire les budgets. Mais voilà, oui, il faut quand même maintenant être un peu plus professionnalisé, faire des écoles spécialisées. Après, je n'ai pas les noms par rapport à ça, à la production. Ou être hyper doué, avoir un bon réseau. Ça peut marcher aussi. Par exemple, on parlait de court-métrage. Je connais beaucoup de gens qui ont fait des courts-métrages à la base, mais c'était associatif. Donc un réalisateur qui va dire, voilà, je n'ai pas d'argent, je vais essayer de louer du matériel. Il y arrive, maquilleuse qui a envie de montrer des images. Acteur en devenir aussi. Producteur aussi, enfin directeur de prod aussi. Donc ça c'est bien aussi pour faire ses armes. Donc tu as le côté effectivement à la débrouille. Je me débrouille et je montre plus de choses, ou je vais aller à l'école, ou je vais avoir un cadre. Et donc par rapport à la prod, peut-être, je sais pas, hein, tout ce qui est budget, contrat, c'est important de connaître les contrats. Donc c'est ça le côté un peu éducatif de l'école. Ouais, ça te fait gagner des années, ça te fait gagner des années de réseau, des années de... Parce que tes profs, déjà, ils peuvent te recommander. Oui. Et puis après, les gens avec qui tu es à l'école vont trouver du travail, donc ils vont dire, bah tiens, je connais telle personne. Enfin,
Voilà. Et il y a aussi un aspect d'apprentissage où en fait tu apprends à l'école. Du coup, t'as pas à apprendre. Tu gagnes des années d'apprentissage, des années de réseau, et tu as des facilités dans le métier aussi. Tu as cette reconnaissance-là. Et il faut savoir que la prod, ça vient pas que du cinéma. Il y a les écoles de commerce, Sciences Po. Tous les parcours corpo un peu comme ça peuvent déboucher dans la distrib ou dans la prod. Ouais. D'ailleurs, moi, tous les producteurs que j'ai eus dans l'animation étaient droit et avocats. Ouais. Les droits, les avocats, les comptables, les Sciences Po. Ouais. Mais ça, on parle des producteurs qui ont monté leur boîte, des grands producteurs. J'ai vu une main se lever. Oui. Coproduction. Hein? Comment ça fonctionne comme producteur? Est-ce que vous avez travaillé avec des réalisateurs, producteurs à l'étranger? Alors, dans le dessin animé, oui. Mais après, je vais te laisser parler. Ouais, toi, c'est plus. Parce que, comme je disais, quand tu fais des séries, c'est 3 ans à peu près. Donc, c'est des millions d'euros et des trentaines de personnes en France. Et tu es obligé, pour boucler le financement, le budget. Donc, tu as la part producteur, tu as la part CNC, avec les points. Et puis, tu vas te dire, voilà, je vais peut-être avoir telle télé, la RAI, par exemple. Deuxième fenêtre, qui va mettre 1 million. Et par rapport à ça, tu vas travailler avec des Italiens. Parce que la RAI, comme la France, a besoin de faire travailler son pays. Donc, si elle donne de l'argent sur un projet, il faut aussi qu'elle fasse travailler son pays. Le Canada aussi, l'Asie, forcément, parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'Asie, la Chine, la Corée du Sud. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est la copro, donc tu peux avoir la copro, le prestataire, donc tu vas dire, voilà, tu vas faire l'animation, il va te dire ça coûte tant, tu vas dire ça coûte trop cher, donc fais-moi la moitié en industrie. Donc tous les salaires que tu vas payer, la moitié, tu le prends à charge et tu récupères sur la distribution. Une fois qu'on aura fini, tu vas distribuer dans la zone Asie. Donc c'est un peu les copros. Après, ce qui est difficile dans les copros, moi j'aimais bien, c'est que c'est un travail d'équilibre aussi. Parce que forcément, tu peux pas... tu as les lignes éditoriales qui sont différentes entre un TF1, une RAI et un Super RTL en Allemagne, j'ai eu. Ouais, ce sont difficiles. Et Disney UK, donc là tu as 4 lignes éditoriales différentes, donc il faut quand même que le projet, le créatif reste à la base et l'histoire. Et après, dans la fabrication, parce que quand tu commences à éclater la fabrication, c'est compliqué aussi. Donc tu ne peux pas dire, voilà, un tel va faire une partie, un autre va faire une autre partie. Donc c'est beaucoup de jonglage. Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant à partir du moment où ça ne dénature pas le projet. Malheureusement, voilà, quelquefois, tu es obligé de passer par des copros dans l'anime, par rapport à ça. Non, même dans le cinéma, c'est pareil. Dans le cinéma, en fait, la copro, c'est que chaque producteur dans son pays va aller piocher de l'argent dans ses guichets, ce qu'on appelle les guichets, comme ici le CNC. C'est-à-dire, et c'est très bien de faire des coprods internationales. Il faut juste être au courant et avoir quelqu'un dans l'équipe qui est spécialisé dans les coprods internationales, parce que du coup, tu sors un peu du droit de tous les pays en soi, mais tu es dans ce qu'on appelle les accords bilatéraux de coproduction entre les pays, et qui reste quand même soumis à la loi de chaque pays. Bref, c'est un vrai bourbier administratif et légal et financier. Mais maintenant, il n'y a presque plus de films qui se fait avec un seul pays. Vraiment, les longs métrages, il n'y en a plus. Là, le dernier long sur lequel j'étais, il était franco-tunisien, franco-italo-tunisien. Le prochain, il est... moi, je travaille beaucoup avec la Tunisie, vu que j'ai commencé à carrière. Le prochain, il est franco-allemand-tunisien. Et du coup, en fait, il faut faire de l'équilibrage, effectivement, entre... Par exemple, si le film est complètement tourné en Tunisie, genre mon dernier film là qu'on vient de tourner, il était tourné entre la Tunisie et Naples. Il est en tunisien et italien. La France, elle a mis des sous, mais elle n'a rien dedans. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire toute la post-prod en France. Oui, pour amener effectivement des points et du travail. Pour amener du travail ici. Et c'est normal, parce que quand c'est l'État qui donne de l'argent, et c'est normal. Tu dois les réinjecter dans l'économie. Oui, parce que ça fait travailler. Mais comme chaque pays va faire de même, la difficulté, c'est cet équilibre. Et en fait, le pays, il est gagnant, parce qu'en fait, par exemple, un pays qui va mettre... on est 5 pays.
chacun va mettre 100 000 euros. Je trouvais plus la bonne monnaie. Chacun va mettre 100 000 euros. Les 5 pays vont avoir, en fin de compte, un film qui vaut 500 000 à la fin à exploiter. Parce que c'est des marchés qui ne se cassent pas. C'est pas comme lorsque je produis, lorsqu'on est 5 pays, on produit des téléphones. Chacun va produire ses téléphones, chacun va essayer de vendre à l'international. Du coup, on va se concurrencer. Mais quand on fait un film tous les 5, le film est exploité dans chaque... tu ne peux pas de toute façon l'exploiter autrement, tu vois. Chaque territoire, en fait. Chaque territoire, il va faire vivre l'économie, il va rajouter quelque chose au PIB de chaque pays, à hauteur d'un investissement 500 000, alors que le pays n'a mis que 100 000 à la base. Et c'est pour ça que les pays s'intéressent beaucoup et que tu ouvres... En fait, si quelqu'un de vous a un lien culturel ou des amis dans un autre pays, rentrez dans le site du CNC, pareil. Il y a ce qu'on appelle les accords bilatéraux de coproduction et regardez s'il n'y a pas des liens. Et comme ça, vous pouvez aller vers ce pays de cœur ou ce pays d'origine ou ce pays où vous avez passé votre enfance, où vous avez des amis là-bas de fac, de cinéma là-bas et tout. Et vous pouvez travailler ensemble parce que les accords de bilatéraux entre les pays ouvrent aussi de nouveaux guichets pour ces projets-là spécifiquement. C'est-à-dire, par exemple, pour notre film franco-tunisien, on a eu un fonds qui était le fonds franco-tunisien. Il fallait que le film soit franco. Il n'y en a pas 10 000. C'est pas comme quand tu déposes un film français où tu as 1000 autres films avec toi, vous déposez, vous êtes 10 films. Il y en a 4 qui vont prendre. C'est un quota de 1 sur 2 presque, ce qui est beaucoup mieux. Et du coup, il faut aller chercher à l'international. Il faut regarder les grands festivals, Berlin et tout et tout. Il ne faut pas hésiter à déposer pour des ateliers, pour du workshop. Il y a des ateliers qui peuvent se faire financer par des institutions locales comme l'Île-de-France ou des trucs comme ça, où vous allez à l'étranger pour faire former sur les métiers du cinéma et tout. Des trucs de 2 semaines, 3 semaines intensifs, vous êtes avec de grands professionnels qui seront de bons conseils et qui pourront vous amener du réseau aussi. Du coup, il ne faut pas hésiter à faire les petites souris, aller tout le temps être aux aguets sur les opportunités. C'est une industrie d'opportunités. Pareil aussi, tu as les régions, les collectivités. Donc tu as les copros internationales. Mais tu as aussi les collectivités qui subventionnent, qui aident aussi les auteurs. Tu as chaque région, tu as PACA. Tu as les villes aussi. Oui. Paris, Marseille. Mais bon, il y a beaucoup de monde. PACA, le Nord, Annecy, enfin, je ne connais pas les départements, mais ça, c'est bien aussi. Mais voilà, pour démarrer. Alors. Attends, on va se préparer. Et donc moi je voulais savoir à quel point est-ce qu'on arrive à une limite sur les temps de prépa, justement pour... on voit qu'il y a des nouveaux jobs qui apparaissent, hein, c'était les premiers qui faisaient le repérage, on a des repéreurs, etc. Et je voulais savoir, est-ce qu'on arrive à une limite, actuellement vous pensez que ça va encore diminuer, et ensuite est-ce que vous voyez plus d'erreurs, enfin, d'erreurs, je ne sais pas le terme utilisé, mais de problématiques en tout cas lors du tournage à cause d'un manque de prépa ou de justement cette prépa qui est diminuée. Alors moi je vais te parler animation, parce que ça va être un peu le même parallèle. À l'époque, on avait tout ce qu'on appelle prépa humaine, qui est aussi sujette à erreur d'ailleurs. Ouais, donc en réalité, au fur et à mesure, ça a été informatisé, puis après, il y a des moteurs de recherche, des banques, voilà, tu veux dire dans tel script, j'ai une cuillère, bah, la cuillère, elle existe déjà. Enfin, donc en fait, si c'est ça, les temps de prépa. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais moi j'ai connu tout à l'heure. C'est du recyclage. Oui, alors c'est pas du recyclage, je dis bah tiens, ça existe, et puis on va changer de couleur. Non mais voilà, enfin... Donc, Enfin, moi, je suis plutôt partisane, et ça va peut-être choquer, je vais le dire, que parfois, effectivement, tu as du temps qui est alloué et qui peut être mis ailleurs. Peut-être que si tu veux que ce temps de prépa, parce que mon frère est dans le cinéma, il bosse beaucoup pour les prods américaines et là, il se dirige vers direction de prod. Pour être directeur de prod, il a fallu être régie, puis après premier assistant réal, donc pendant des années en fait. Et ce qu'il me disait, quand ils font les dépouillements de scénario pour la prépa, parce que c'est ça, tu dépouilles ton scénario,
Maintenant, tu as des logiciels qui vont aller un peu plus vite. Mais il y a toujours l'humain qui rentre en compte et qui permet d'optimiser. Est-ce que c'est de ces temps de prépa dont tu parlais ou d'autres temps Moi je suis assez, moi je parle effectivement plus de tout ce qui est développement, le travail, etc. Ouais, en fait, il y a une disparité maintenant. En fait, le temps de prépa n'a pas baissé, le temps de prépa moyen a baissé. Ouais. Parce que les réals côté et tout, ils prennent encore le même temps de prépa qu'avant. C'est juste que les nouveaux réals et tout, on les force à diminuer drastiquement le temps de prépa et le nombre de minutes exploitables par jour aussi. Du coup, ce qui compresse le coût par minute. Et tu as une grande disparité dans les coûts par minute selon où tu te positionnes dans l'industrie. Est-ce que tu as été co-dev par la distrib ou pas? Si tu as été co-développé par la distrib, tu auras les mêmes qu'avant, qui sont abusés, mais vraiment abusés. Et en fait, tu as ceux qui ont trop de temps et ceux qui n'ont pas du tout de temps. Et je pense qu'à un moment, il va y avoir ce truc générationnel où ça va stabiliser. Là, la tendance, elle va s'inverser par nature, parce que les films qui se sont mis sous ces contraintes-là, on voit c'est bête, mais c'est une industrie. Ils ne font pas de chiffres. Ouais. Ils ne sont pas à la hauteur, les films. Et ce n'est pas le problème créatif. Les gens ont autant de créativité qu'avant. Les techniciens sont aussi compétents qu'avant. C'est juste que les mecs, tu peux pas. Effectivement, un repéreur, c'est pas le réel. Et du coup, on n'a plus des films avec une vision. En fait, on a industrialisé le non-chef-d'œuvre. On a industrialisé le fait d'empêcher un chef-d'œuvre d'apparaître. On veut des films à la même hauteur, au même niveau, avec la même rentabilité, ça fait des chiffres clairs et tout. Mais comme c'est passé aux US il y a quelques années, le cinéma indépendant a gratté du terrain. Et du coup, ce qui fait que la tendance, et c'est surtout grâce à un grand film américain qui est Everything Everywhere All at Once, qui a complètement basculé la tendance. Et c'est grâce à lui que le cinéma indépendant reprend du budget et reprend les temps de prépa. Et parce que là, on est... il y a des boîtes qui sortent du 7 minutes exploitable par jour, ce qui est énorme. Hein. Il y a les grands films, ils sont à 1,5 2 minutes. Hein. 7-8 minutes par jour, on est sur du reportage, on n'est pas sur du cinéma. Et du coup, la tendance, elle s'inverse parce qu'à un moment, il faut que les films soient rentables. Les faire à petits coups, ça ne sert à rien. S'ils ne sont pas rentables derrière, ça n'intéresse personne. Du coup, la tendance, elle s'inverse petit à petit. Mais tu as raison, c'est un grand problème. Hein. On a eu des assises il n'y a pas longtemps, c'était le sujet. Parce qu'en plus, ça pousse aux heures sup. Ouais. Et les techniciens, ils en ont marre. Ils ont des vies sociales à côté. Tu vois, ils ont des familles. Bah oui. Et après, maintenant, après, il y a du coup, effectivement, ce qu'on appelle les normes d'industrie. Ça veut dire si moi, je mets la partie de pré-prod comme je l'entends, les financeurs, ils vont me dire, attends, ça va, c'est pas De Niro, c'est pas des Bardieu, tu n'as pas à prendre 2 mois de pré-prod, tu vois. Et du coup, c'est une dynamique en cours, mais qui va dans le bon sens pour le moment. Tant que l'intelligence artificielle est encore dans le bon sens. Je pense qu'on va y arriver à un moment. Je ne sais pas pourquoi je le sens, mais... Non, mais elle est dans le bon sens, là, l'intelligence artificielle. C'est la prochaine intervention, c'est pas nous. Ouais, on la garde. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Il est 20h30, donc encore... allez-y. Je nomme la demande. Ouais. C'est juste basique, mais un bon film, c'est un film qui a marché pour vous, ou qui a fait du chiffre ou pas? C'est quoi les réflexions? Ça dépend si c'est moi ou mon banquier qui répond. Un bon film, pour moi, puisque je vais plus tendre vers une productrice indépendante, un bon film, c'est quelque chose qui raconte une histoire avec de l'âme, de l'émotion, qui est d'un sujet qui va toucher des gens, parce que le but, c'est quand même d'avoir des entrées. Donc, pour moi, c'est un bon film. Après, avec beaucoup d'effets spéciaux ou pas. Mais en tous les cas, il faut que l'histoire soit présente, que ça transmette quelque chose. Que ce soit dans l'humour. Alors, si c'est de l'humour, si c'est... Là, le film qu'on va faire ensemble en codev, voilà, c'est... Ouais, c'est de l'humour un peu... Ouais, c'est mitigé, c'est entre aventure et humour. Oui, en fait, c'est une prise de risque de dire, voilà, c'est retrouver ses racines. Retrouver ses racines, et puis Marseille, l'Afrique, pas mal de choses comme ça. Donc, c'est un bon film, oui, c'est... De toute façon, c'est le point de vue de chacun. Un spectateur qui dira c'est nul parce que, je sais pas,
Donc, pour moi, en tant que productrice, budget bien géré avec quelque chose dont tu es fier. Voilà, avec une histoire. C'est un film qui parle à son public. En fait, qu'il soit 10 ou 100 ou 100 millions, c'est qu'il parle à son public parce que c'est un métier où, comme je dis, le film, tu le laisses suivre. Ça veut dire, une fois qu'il est fini, qu'il sort, combien il aura de public, comment il leur parle, c'est le film qu'il choisit. Est-ce qu'il leur parle, est-ce qu'il leur parle pas? Mais à combien il parle, c'est pas que le film. Il y a une différence entre un film que tu sors sur 50 écrans dans 50 salles et un film que tu sors worldwide sur tous les écrans. Il y a une différence entre un film... il y a des films qui ont coulé, qui étaient de bons films, qui n'en sont pas connus pour des raisons toutes bêtes. Un attentat la veille de la sortie, là on est sur la date du Bataclan, tu vois, genre, t'imagines le film qui est sorti du Bataclan, tu vois, c'est pas sa faute, tu vois, les films qui sont sortis pendant le Covid. Ouais, tu peux rien. Ouais, genre, je sais pas, un film qui héroïse les flics, un film ricain qui héroïse les flics pendant les Black Lives Matter, qui est sorti avec les Black Lives Matter. Il y a des trucs, le film, n'importe quoi peut te le... Mais vraiment, n'importe quoi peut te plomber un film. Il y a des réals, les pauvres, ils font d'excellents films et ils se retrouvent tout seuls dans la salle à cause de trucs tout bêtes, tu vois. Et aussi la taille de la machine de guerre qu'il y a derrière, la force de frappe qu'il y a derrière. Il y a une différence entre un film qui va être distribué par une petite boîte parisienne qui a 30 salles et un film qui est distribué par UGC, tu vois. On peut pas prendre le nombre du public comme seul indicateur, ni l'appréciation au sens propre. C'est juste est-ce qu'il leur parle ou pas. Tu vois, c'est est-ce qu'il suscite quelque chose. Parce qu'il y a des films qui sont pas là pour susciter l'appréciation, qui sont de gros films, il y en a même des blockbusters comme ça. Oui, pour apporter l'argent, oui. Ouais. Il y a des films qu'on a bien aimé détester, des films qu'on a trouvé ridicules, mais on est quand même allé, c'est des nanars réussis, tu vois, il y a tout et de rien, mais voilà, est-ce qu'il parle à son public ou pas. Je pense que c'est ça. Une dernière question? Une pour la route? Allez, après il y a... Il y en a une ou pas? J'ai pas vu, pardon. Ah oui. Vous avez évoqué ça tout à l'heure, l'intelligence artificielle. En quelle mesure, parce que vous avez dit que c'était positif, dans quelle mesure c'était Bon, j'ai dit que c'était possible parce que récemment j'ai vu une solution qu'on a essayé de me vendre de scénario. En fait, ça t'aide pas à écrire le scénario, ça t'aide à organiser le workflow de l'écriture, parce que l'écriture, c'est un workflow. Et ça, je vous inviterai à ceux qui sont intéressés par l'écriture de scénario, évitez d'écrire un scénario directement, respectez le workflow, parce que vous allez avoir besoin de tous ces documents à un moment ou à un autre. Et du coup, tu as le logline, synopsis court, synopsis lent, traitement, puis continuité dialoguée, puis note d'intention, avec la note d'intention en parallèle, la fiche personnage et tout. Et du coup, ça organise un peu tout ça, et ça te permet d'aller piocher les infos très vite, et ça permet de dépouiller. Ouais, le dépouillement... Ça a l'air assez bien fait. J'ai pas testé. C'est français, je l'enverrai le lien. Après, d'un point de vue créatif, et c'est là où ça va... comme j'ai dit, j'ai vu tout. Préhistoire, papier, peinture, machin, sel, photocopieur. C'est vrai. Informatisation, 3D, par exemple, j'ai un projet avec d'autres producteurs, animation, qui a été présenté, qu'on a monté il y a 2 ans. Voilà. Alors, c'est un peu manga, un peu métaverse, 3D, un sujet, voilà, les télés vont pas le prendre parce qu'on est trop ado-adulte, ce serait plutôt du Netflix, genre un peu arcane. En tous les cas, à l'époque, c'était budgétisé trop cher. Parce qu'il y avait la 3D, il y avait des décors dans tous les sens, et il y avait la motion capture. Là, en l'espace de 2-3 ans, l'IA est venue, et notamment, si tu veux, par exemple, des décors futuristes, c'est horrible à dire, mais c'est vrai, tu fais passer, alors c'est pas si simple que ça, mais tu te demandes de faire le décor, l'IA va le faire, c'est pas si simple que ça. Et après, tu prends des motion designers, et voilà, tu refais. Donc... ça te fait économiser beaucoup de temps, du coup. Et malheureusement, et je vais faire le parallèle avec Lénine, moi j'ai vu des postes de traceurs gouacheurs à l'époque, il y a 30 ans, tu sais, qui faisaient les selles à la main, qui se peignaient, ça a été informatisé. Ces postes ont disparu.
C'est une aide au budget parce que ça permet effectivement de réduire les temps de recherche. Mais tu as toujours le dessinateur derrière qui va redessiner, évidemment. Et c'est horrible parce que... Mais c'est une réalité et ça va permettre de financer ce budget. Vous pensez que peut-être qu'il y a une partie de l'industrie cinéma qui va être les trucs un peu mainstream qui eux vont être fortement impactés, et peut-être des choses qui touchent plus typiquement les films qui sont par 24 ou ce genre de choses. Il y a quand même une écriture qui est vraiment particulière et que potentiellement, pour l'instant en tout cas, l'IA ne pourra pas créer peut-être en réalité. Je pense que ce sera une tendance à un moment et après ça va se tasser parce que ça limite. Surtout en droit, en propriété intellectuelle, il y a de grands débats juridiques dessus et en fin de compte, l'IA va coûter peut-être plus cher pour les producteurs qu'un être humain qui écrit. Parce qu'en fait, l'IA, tu l'as fait bouffer plein de scénarios et du coup, tu dois identifier les scénarios qu'elle a bouffés et tu as une redevance de droit à tous les scénaristes qui ont écrit tous ces scénarios-là. À un moment, c'est un bourbier en RH et en juridique, ça va coûter. En fait, c'est pas le leur cachet qui va coûter cher, mais c'est le retraçage et la redistribution. Ça va coûter très cher en transactions et à un moment. Là, d'ailleurs, Hollywood a stoppé toute l'IA qu'elle utilisait, à part pour des trucs comme le dépouillement, les trucs d'automatisation, c'est tout. Oui, voilà, c'est tout ce qui est automatisation et facilité. Ouais, facilité. Juste, mais c'est pas créatif. Enfin, pour le coup, dépouillement. Ah oui. Oui, mais pareil, le truc, Midjourney commence à faire payer. Midjourney a envoyé des huissiers à toutes les boîtes qui ont utilisé des photos Midjourney dans leur créa. Et du coup, ça va calmer tout le monde un moment, le temps qu'il y ait des textes clairs dessus. Parce qu'ils peuvent maintenant, ça a été diffusé, ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Elles étaient bien les vidéos ou pas? Je vais pas regarder. McDonald's. Ouais. C'était bien. Ah non, mais il y a une pub McDonald's qui a été faite entièrement par IA, une fausse pub faite par une boîte indépendante ricaine de Boston, je pense. Et franchement, c'est hyper réussi. Il n'y a rien à dire. Vous serez au chômage. Pour en parler davantage, du coup, parce que c'est la le sujet, prochaine. c'est le prochain. C'était une bonne dernière question. Le 12 au 18 décembre, on est encore en train de s'arrêter sur la date, mais vous serez au courant très vite. Sur les nouvelles techno et l'IA, et notamment l'envie de faire avoir un scénariste qui va avoir des outils de comment il utilise ces outils pour créer des scénarios et les limites de tout ça. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous en décembre. Merci beaucoup, Justine. Merci. Merci, Tarek. Merci à vous.